Coucou Méline, Bonjour Marion, merci d'avoir accepté mon invitation. avec plaisir, ça me fait plaisir d'être là. Moi aussi, ça me fait trop plaisir que tu aies pris du temps pour moi et pour nous, puisqu'aujourd'hui, je sais déjà que ça va être une masterclass pour toutes les femmes qui nous écoutent. Est-ce que tu peux te représenter, un petit peu pour celles qui ne te connaissent pas? Oui, bien sûr. Alors, je m'appelle Méline, j'ai 27 ans. Je suis née en Suisse. Aujourd'hui, je vis entre la Suisse, Dubaï et Bali. Ça dépend de nos humeurs, ça dépend de ce qu'on recherche aussi. J'ai fondé plusieurs business. J'ai commencé à entreprendre assez jeune, à l'âge de 20 ans. Avant ça, j'ai été serveuse. Donc, je suis passée de serveuse en restauration en Suisse, au bord du lac Léman, à me lancer dans l'e-commerce et à créer ma première marque. J'ai fondé une première marque avec mon chéri Nathan. On a fondé une deuxième, une troisième, jusqu'à une cinquième marque. Et en 2024, j'ai fondé la BWA où j'ai décidé d'aider des femmes à elles aussi créer leur marque. Donc aujourd'hui, tout business confondu, on arrive proche des 9 millions de chiffres d'affaires. Et voilà, aujourd'hui, on est à Bali. Ça me fait vraiment plaisir de pouvoir en parler pour mon premier podcast que je fais hors de mes réseaux sociaux. Et donc, c'est un honneur pour moi. Et c'est un honneur pour moi aussi de t'avoir ici. Et du coup, on va reprendre tout en détail chaque point que tu viens, d'énoncer puisque c'est un parcours, impressionnant. Je pense que la chose qui choque le plus dans ton discours, c'est de dire que tu t'es lancé dans le e-commerce à 20 ans. Pourquoi est-ce qu'à 20 ans, on se dit: «On va se lancer dans le e-commerce»? Est-ce que c'était une volonté d'avoir de la richesse ou est-ce que c'était vraiment le e-com qui te parlait? C'est quoi un peu le déclic? La réalité, c'est que je me suis jamais posé la question de est-ce que j'ai envie de devenir entrepreneur et encore aujourd'hui, je pourrais même pas te dire où est-ce que qui je veux être dans 10 ans. Je me suis par contre toujours dit en tant que serveuse et serveuse en apprentissage, il faut savoir que tu es vraiment en bas de la pyramide de cette hiérarchie et tu comprends vite quand tu es dans l'hôtellerie de luxe qui sont les très riches, leur capacité à pouvoir décider, à choisir, à être dans des endroits et dans des lieux qui sont juste incroyables et extrêmement chers aussi. Et en fait, quand t'es spectateur, spectatrice de tout ça, et que t'es en bas de l'échelle, bah en fait, tu te dis juste, mais pourquoi je dois être en bas? Est-ce que c'est une question de choix? Est-ce que c'est une question de volonté, de vouloir monter, de vouloir finalement faire ce qu'on veut? Et moi, j'ai vraiment ce truc de je veux faire ce que je veux. Je suis née sur cette terre, je pense que j'ai le choix de choisir ce que je veux et j'ai envie de choisir. Donc pour moi, ça n'a jamais été tant je veux entreprendre, c'était plutôt je ne veux pas être en bas de la pyramide et je veux vivre la même vie que ces gens-là qui payent une nuit d'hôtel à des fois 10, 15 000 francs suisses la nuit parce qu'on avait des clients comme ça. Et donc je pense que j'ai idéalisé finalement le fait de choisir et de pouvoir choisir et donc très rapidement après la restauration, j'ai décidé d'essayer, en tout cas, de faire des choses qui me passionnaient, qui m'amusaient, sans jamais me dire: «OK, je veux absolument réussir, je veux absolument gagner X argent», mais juste j'avais envie de faire des choses qui me faisaient kiffer. Parce que très honnêtement, la restauration, être en bas de cette pyramide, sortir les poubelles, travailler en talons, avoir des cloques, bah honnêtement, ça me faisait chier et franchement, c'était dur. Donc pour moi, c'était juste en mode, je n'ai pas envie de faire ce qu'on me demande de faire. Laissez-moi faire ce que je veux faire. Et donc, bah petit à petit, ça a commencé comme ça, tout simplement. Mais c'est génial et en plus, je trouve que du coup avec ce discours-là, ça donne autant des ailes aux jeunes femmes qui nous écoutent, qui ont la vingtaine, mais que aussi aux femmes, qui ont plus mon âge, donc la trentaine, parce que ça montre que, en fait, c'est une question de volonté, de ne pas vouloir rester dans telle ou telle matrice, dans tel ou tel job, dans même telle ou telle restauration. À partir du moment où on a envie de faire quelque chose, on se donne les moyens. Et du coup, on est d'accord que quand tu t'es lancée, tu suivi aucune formation, tu es 100 autodidacte? À 100%. Moi, quand j'ai débuté, j'étais juste en mode, il faut que je fasse des choses que les gens aiment, que moi j'aime et je prends plaisir. Donc dis-toi, la première mission que je faisais où je me faisais rémunérer, c'était des PowerPoints. C'était vraiment le tout premier truc que je faisais parce qu'en fait, j'avais un truc où j'aimais être sur l'ordinateur, le temps passait vite, je me posais pas trop les questions, j'avais une capacité à assembler des éléments sur des pages de PowerPoint et finalement, je me rendais compte que les gens avaient besoin de ça parce que ça leur faisait chier de faire des PowerPoint et moi j'étais là: «Oh purée,
genre, vous, ça vous fait chier, moi, je kiffe, je sais le faire, je sais bien le faire en plus. Et donc, j'ai commencé avec ça. Mais clairement, après tout ce qui est en suivi, de toutes les missions que j'ai pu avoir, j'ai été un couteau suisse. J'ai jamais refusé une mission où on me disait, je peux te rémunérer et où je prenais du plaisir. Donc, j'ai jamais, on va dire, craché dans la soupe parce que finalement, je pense que quand tu as envie finalement de te lancer et de plus être en bas de la pyramide de cette échelle hiérarchique, bah en fait, il faut pas être non plus trop OK, ça je veux faire, ça je veux pas faire. Non, tu sais quoi? Prends ce qu'il y a à faire et c'est de l'apprentissage parce que plus tu fais des choses, plus tu accumules de l'apprentissage, plus tu accumules du knowledge, bah plus on t'acquérir ce qu'on appelle des learning et c'est des choses que finalement qui t'apprennent à avancer, c'est un apprentissage total et je fais souvent un parallèle avec la restauration parce que quand j'ai commencé dans la restauration, je ne savais pas porter un plateau. Mon boss, ce qu'il me faisait faire, il me mettait dehors, il me donnait mon plateau, il me mettait de l'eau dedans. Donc c'était hyper galère. Et il me disait, tu marches des pas aller, des pas retour jusqu'à qu'il y ait plus d'eau qui tombe. Et à force, je te promets, alors, la première fois, t'as de l'eau partout, deuxième, dixième. Et franchement, je pense qu'après la 100e fois, j'arrivais à porter ce plateau sans faire tomber de l'eau. Bah, pour moi, entreprendre, c'est la même chose. Il faut pas croire que du jour au lendemain, tu vas entreprendre, tu vas build un business, un truc de ouf, tu vas réaliser toute ta vision, être méga riche. Non, tu vas porter 1000 fois ce plateau avec de l'eau jusqu'à qu'il y ait plus d'eau qui tombe. Et du coup, moi, j'ai toujours gardé cette image qui était très dure de mon boss. Et en fait, je me suis dit, mais en fait, ce plateau, je peux l'appliquer à n'importe quoi. Et l'entrepreneuriat, je pense que c'est la même chose. Ouais, je suis entièrement d'accord et c'est bah tu le sais, on vient un peu du même milieu. Alors moi, c'était pas la restauration, moi c'était la jardinerie, tout ce qui est pépinière, etc. Donc travailler dans le froid en plein hiver, à couper des sapins, à devoir les vendre derrière, faire les scouts avec les papiers cadeaux. Où on te donne 1 euro par paquet emballé à l'époque de Noël. T'es là genre, ok, ça va pas être rentable mon histoire, mais Mais let's ça go. commence par là. Mais c'est ça, c'est tout est lié un peu au final quand même à l'argent. Et d'ailleurs, est-ce que tu te rappelles ton premier euro gagné grâce à l'e-commerce? Ouais, je me souviens de ma première vente. Ouais. Avec Nathan, je me souviendrai toujours de ma première vente. On était dans la chambre qu'on appelle le Rumix Cube parce qu'à ce moment, on n'avait plus d'argent, on était rentré chez mes parents. Et c'était l'ancienne toute petite chambre à ma sœur. Et elle était tellement petite que le lit, le bureau passait sur le lit, il n'y avait pas de place pour ouvrir l'armoire. Et je rigolais, j'appelais ça le Rumix Cube. Et puis avec Nathan, on était rentré chez mes parents parce que bah, c'était la galère. Et on était posés, on était assis les deux sur le lit. Et là, j'entends le schling de Shopify. Et là, avec Nathan, on se regarde. Et je te promets qu'on a compris. On a compris en se regardant que on savait pas si on allait devenir riche. On s'est pas dit genre on va devenir riche, mais on a compris qu'on pourrait façonner notre vie comme bon nous semble. Et cette réalisation, je m'en souviendrai toute ma vie. Et je sais que Nathan, quand on en parle, il a la même chose que moi. Et tu vois, j'ai même de l'émotion quand je le dis parce que vraiment, t'as un feeling de te dire, ok, c'est possible. C'est possible, on peut le faire. Et en fait, c'est pas tant est-ce qu'on va devenir riche, c'est juste que là, on a réalisé que c'est possible Mm, de le faire. mm. Et là, on l'a fait. Il y a quelqu'un en live derrière un écran qui a commandé sur notre site grâce à nos publicités. Et du coup, bah, bien sûr, c'est un souvenir énorme pour moi. Et c'était combien de temps entre le moment où du coup vous avez lancé cette boutique e-com et la première vente, tu te rappelles? Je pense 24 heures. Oh waouh. Ça va très vite. La publicité, nous, c'est notre business model aujourd'hui, Mm, le e-commerce, mais la publicité va très vite. mm. Tu mets 30 euros aujourd'hui, l'objectif, c'est que tu en fasses 90 demain. Donc la publicité, le retour sur investissement se calcule très rapidement. En 24 heures maximum, tu vois le retour sur investissement de ton business. Et j'ai beaucoup aimé la phrase où tu dis juste on a compris que c'était possible. Et ça, c'est un truc que j'ai conscientisé il y a pas longtemps. Où en fait on n'a plus envie de parler en CA ou en millions, mais je pense que j'ai compris qu'une fois que tu sais comment faire de l'argent, en fait c'est là où c'est ton vrai pouvoir entre guillemets, je sais pas si t'es d'accord avec moi, mais de te dire en fait demain mon business peut s'effondrer, je sais que je vais réussir à en créer un autre, et c'est ça que j'adore apprendre à mes élèves en fait. Plus qu'un métier en particulier, c'est comment est-ce qu'on fait de l'argent, et notamment toute la partie skills que t'as dit avant quoi. Grave, moi, je n'ai pas peur de tout perdre. Mm, Faites-moi, enlevez-moi tout. Demain, je reviendrai, il y a aucun souci. Tous les skills que j'ai appris aujourd'hui, je peux les réappliquer dans mon business actuel, le e-commerce, dans mon accompagnement ou dans n'importe quel business. La publicité, c'est la clé de notre business model. Je peux l'appliquer à n'importe quel business et demain, n'importe quelle personne que j'accompagne
je peux finalement l'aider à scaler sa marque, je peux faire en sorte que sa marque soit rentable, je peux faire en sorte que sa marque, la personne puisse vivre de sa marque. Finalement, c'est ce que je fais au sein de la BWA. Chaque élève qui met en place le process, chaque élève qui applique et qui reproduit a des résultats et aujourd'hui vit de sa marque. Donc, c'est un process qui fonctionne. Et c'est pour ça que j'ai un peu ma petite phrase que je dis toujours, c'est trust the process, parce que le process, il est là. Le process, il fonctionne. Maintenant, c'est ta capacité à appliquer les choses chaque jour de manière régulière et ne pas avoir peur d'échouer, pas avoir peur de réussir et juste d'avoir la capacité finalement d'appliquer ce qu'on te demande d'appliquer. Et je pense que c'est ce qui est très difficile aujourd'hui, c'est qu'on a trop d'informations. Les gens, ils écoutent et ils voient trop de choses différentes, notamment dans le business en ligne, quand tu as envie de te lancer. Ton premier réflexe, c'est d'aller chercher YouTube, Google, Insta, etc. Et en fait, les gens, ils sont inondés de process parce que tout le monde a une recette magique. Mais la réalité, il n'y a pas de recette magique. Le process global, en tout cas que nous on applique en e-commerce et en publicité, c'est la même chose que tout le monde fait et tout le monde qui a des résultats. Et donc, la chose la plus importante, c'est d'avoir la capacité de juste se dire, OK, je suis un process et je vais pas voir à droite à gauche. Et c'est ça qui est difficile, je trouve, aujourd'hui pour les personnes qui veulent se lancer, c'est qu'il y a trop d'éléments finalement. Ouais, et tu parlais de la phrase que tu disais souvent, et je crois que je te l'ai jamais dit, mais il y a une phrase que tu as déjà dit, et ça m'a drivé pour mon business à moi. Tu as souvent dit qu'il fallait tomber amoureux de son client Mmh. avant de tomber amoureux de son produit, et moi, ça a complètement changé mon business. Parce qu'en fait, avant, j'étais focus sur mon produit, je voulais, tu sais, faire le produit parfait, le process parfait, le système parfait, mais en fait, j'ai compris que t'auras beau avoir le produit parfait, s'il y a pas d'alchimie avec ton client et que tu penses pas à la place de ton client ou de ton élève, en fait, ça marche pas. Et ça m'intéresse aussi de savoir comment toi t'en es arrivé à penser ça. J'en suis arrivée à penser ça parce qu'un jour un mentor l'a dit, on tombe amoureux de son client, pas de son produit. Et là, ça m'a fait tilt, mais d'une force et d'une puissance. Je me suis dit, mais c'est ça que tout le monde fait faux. Parce que penser à son produit, la réalité, la subtilité, c'est nourrir son ego. Parce que on veut le meilleur produit, on veut le plus beau produit, mais ton produit, tu le façonnes par rapport à qui? Par rapport à toi, au début. C'est-à-dire que quand tu as une idée de produit, une idée de concept, la réalité, c'est pour te nourrir. Toi, ton ego, te dire que voilà, t'as conçu le meilleur produit, t'as imaginé le meilleur produit, tu sais ce que les gens ils ont besoin, mais la réalité, c'est que c'est pas ça. Mm. C'est que c'est ton client qui va te dire ce dont il a besoin. On observe son client, on regarde le mode de consommation de son client, on regarde ce que son client il veut, et grâce à ça, on vient façonner et construire quelque chose parce que dans le marketing, dans la vente, on apporte une solution aux gens. Et peu importe finalement la solution qu'on apporte, elle doit être façonnée par rapport à ce que l'autre a besoin. Donc l'intégralité des choses qu'on crée doit être par rapport à son client et pas par rapport à soi. Et c'est très difficile et peut-être c'est un peu contre-productif parce que euh, toi, personnellement, tu as envie de réussir et tu as l'impression que tu as une bonne idée. Donc, tu as ta réussite personnelle, mais un entrepreneur qui réussit bien, c'est sa capacité à vraiment et profondément aider un maximum de personnes. Donc, finalement, la réussite, elle doit pas être tournée vers toi, elle doit être tournée vers les autres. Si tu apportes quelque chose dans la vie des gens, quelque chose qui change, tu verras que par défaut, ça va changer ta propre vie. Mm. Donc, il faut toujours être axé sur l'extérieur, sur l'écho et pas sur l'ego. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très important dans le business, dans le marketing, mais dans la vie de manière générale. Je pense que quand on pense comme ça, c'est une clé sur plein de choses qui est ultra, ultra importante. Ouais, bah moi je suis 100% d'accord et d'ailleurs je pense que je vais dire quelque chose qui va pas plaire à tout le monde, mais pour moi, tous les gens qui lancent un business et qui ne marchent pas, c'est parce que ils sont trop focus sur leur ego. H24. 100%. Et ça les enfonce encore plus Bien sûr. dans ce truc, tu vois, et on en connaît, hein. On en connaît des Bien gens sûr. qui ne marchent Mais plus et on sait que c'est l'ego. bien sûr, mais parce que aussi, je vois ce qu'on voit sur internet et c'est ce qu'on nous enseigne aussi. Donc d'une part, j'ai envie de dire à toutes les personnes qui nous écoutent, libérez-vous de tout ce que vous écoutez où on vous dit, il faut trouver, l'idée de business, il faut trouver le produit, il faut trouver le service à vendre. Non, 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 pas du tout. La réalité, c'est qu'il faut trouver comment est-ce que vous pouvez aider et changer la vie des gens. Mmh.
Et c'est la seule question à se poser. C'est pas le produit winner, c'est pas ce genre de choses. Juste, il faut retourner la question dans un autre sens. Et c'est hyper important pour toutes les personnes qui nous écoutent et qui ont pu écouter d'autres choses ailleurs. Alors, même s'il n'y a pas de produit winner, ça m'intéresse quand même de savoir si, encore une fois, demain, tu repartais de zéro, en 2027, selon toi, vers quoi est-ce qu'il faudrait se diriger? Plutôt du produit, plutôt du service? Quel type? Je pense qu'il n'y a pas de juste ou de faux, il y a de la demande. Donc quand il y a autant de demandes, on peut créer de l'offre. Je pense qu'il faut juste réfléchir à justement qu'est-ce que les gens ils ont besoin dans leur vie aujourd'hui, qu'est-ce que les gens ils ont envie de voir, quelles sont finalement aussi les tendances de consommation. Par exemple, moi qui vends beaucoup de textiles, c'est important d'être et de considérer la tendance de consommation, la Mmh. tendance de style. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de juste ou de faux, il n'y a pas de bon ou de pas bon. Tant qu'il y a de la demande, il peut y avoir de l'offre, il faut cerner la demande, comprendre la demande, et après, il faut surtout trouver un endroit où on prend du plaisir à entreprendre, où on prend du plaisir à créer. Euh, c'est contre-intuitif parce que on se dit forcément, il faut lancer un business, ça va être dur. Oui, en effet, le travail peut être dur, mais de l'autre côté, vaut mieux lancer un business dans quelque chose que tu connais, quelque chose qui te passionne ou quelque chose qui te parle ou quelque chose simplement où tu prends du plaisir à faire et à créer parce que c'est important sur le long terme. L'huile dans le moteur, c'est toi. Donc il faut que ça te parle, il faut que ça te fasse kiffer. Donc ça, c'est vraiment primordial. Entreprendre, c'est s'amuser, c'est prendre du plaisir avant quoi que ce soit. Quand il y a une demande, ne te fais pas de soucis, il peut y avoir de l'offre. C'est ta capacité à trouver comment est-ce que tu peux résoudre quelque chose dans la vie des gens. Donc que ce soit de l'infoproduit, que ce soit du service, que ce soit un produit, du fashion, du bijou, peu importe finalement, il y a toujours quelque chose à faire. Toujours. Et du coup, justement, aujourd'hui, tu as 27 ans. Du coup, tu as créé 5 marques pour un CA total de 9 millions d'euros. Est-ce que tu vois un changement dans ta posture en tant que femme? C'est-à-dire, est-ce que tu t'es vue passer de entrepreneuse, toute seule chez elle en Suisse, à une vraie CEO? Et en quoi est-ce que ça a changé dans ta manière de voir le business? Ok. Alors je rectifie, on a fait en tout 9 millions de chiffre d'affaires, mais toutes boîtes confondues, donc pas que e-commerce. Aujourd'hui, je sens que je suis la même personne. Très honnêtement, c'est pas parce que je peux dire aujourd'hui que je suis millionnaire, c'est pas parce que je peux voyager plus confortablement ou que je peux faire plus plaisir à ma famille, etc., que je sens que je peux m'appeler CEO. Non, moi je sens que je suis Méline et que Méline elle a pas changé et que Méline elle est toujours la même personne. C'est quelque chose qui est très important pour moi. Je resterai toujours fidèle à ma personne et c'est un travail aussi à faire sur soi. Je pense que c'est facile de nourrir son ego, c'est facile de se dire ok bah maintenant I am, genre je suis businesswoman, je suis CEO. Moi je suis rien du tout, je suis juste Méline, je suis juste là pour kiffer la life. Je suis juste là parce que j'aime entreprendre, j'aime créer des trucs, j'aime aider des gens et moi je garderai ça aujourd'hui. Parce que si je te dirais que ça a changé, que je me sens plus puissante ou plus fort, la réalité c'est purement pour nourrir mon ego. Et je pense que mon ego n'a pas sa place, en tout cas avec moi. Je ne veux pas que ça prenne de la place et je ne veux pas que ça puisse changer ma personne, ma perception des choses, ma perception de moi ou ma perception des autres. Donc moi, je pense toujours à la petite Méline à chaque fois que je sens mon ego ou quelque chose comme ça. Je pense toujours à la petite Méline entre ses, je dirais, 5 et 10 ans, de quoi elle rêvait. Et finalement, c'est juste cette petite fille que j'essaie de rendre fière et c'est tout. Mais ça, c'est génial. Et je pense que tu sais que c'est pour ça que je t'adore. Parce que t'es toujours la même, finalement. Et t'as encore plus envie de donner aux gens. J'ai l'impression que plus tu y arrives, plus t'as envie de donner. Je trouve que c'est ça aussi la clé parce que on le sait toutes les deux et on s'est déjà dit que l'argent, ça permettait d'accéder à des choses que d'autres personnes malheureusement ne peuvent pas accéder. Et on en a parlé ensemble pendant la guerre à Dubaï. On voit tout de suite les gens qui peuvent se payer un billet d'avion pour se sauver et ceux qui ne peuvent pas malheureusement. Mais on sait que par contre, ça ne nous achètera pas notre bonheur. Et que du coup, on reste vraiment ancré sur c'est quoi qui nous rend heureuse aujourd'hui et plein de choses, heureusement pour nous. Et justement, la Méline que j'adore aussi, elle a quelque chose que peu de femmes ont à ton âge et qui va beaucoup intéresser celles qui nous écoutent, c'est cette capacité que tu as d'investir
et on en a déjà un peu parlé toutes les 2 et je sais que voilà, sans forcément rentrer dans les détails, aujourd'hui, comment tu vois tes investissements et quelle part ça prend même, je dirais, dans ton quotidien? Ouais, bah, c'est un vrai sujet, l'investissement. Alors, je veux pas faire du conseil financier. Par contre, je pense que toute personne qui gagne de l'argent, peu importe combien tu gagnes, vraiment peu importe combien tu gagnes, tu dois toujours penser finalement à l'effet cumulé et puis l'après, est-ce que ça peut te rapporter? Et je pense que, alors peut-être que je vais me faire critiquer là-dessus, mais je pense que dans la moyenne des foyers français, où l'éducation financière en France, elle est pas très bien abordée et elle est pas très bien gérée. Personnellement, j'ai eu la chance de naître en Suisse et en Suisse, on nous apprend très tôt à gérer notre argent parce qu'on travaille très tôt. Moi, j'ai commencé à travailler dans le service, j'avais tout juste 16 ans, donc cursus d'apprentissage qui est prôné en Suisse. En Suisse, on a 50% des jeunes qui font un apprentissage et qui gagnent de l'argent. Quand tu gagnes de l'argent à 16 ans, moi, c'est simple. Mon père, il m'a dit, tu gagnes de l'argent, Méline, tu payes ton assurance maladie, parce qu'en Suisse, tu payes une assurance maladie à cet âge-là, à 16 ans, tu payes déjà 350 francs d'assurance maladie, tu vas payer ci, tu vas payer ça, ton téléphone, etc. Donc, en fait, tu te retrouves directement à l'âge de 16 ans avec la gestion de factures. Et donc, l'éducation financière, elle vient très vite. Donc moi, j'ai eu ça très jeune et mon père, il m'a toujours dit, Méline, même si c'est 50 francs par mois, tous les mois, tu économises. Tous les mois, tu économises. Tous les mois, tu économises. Et en fait, c'est quelque chose qui est resté. C'est-à-dire depuis l'âge de 16 ans, de mon premier salaire, même si j'ai envie de sortir plus, etc., la première chose que je dois faire en gagnant de l'argent, c'est mettre de côté. Et ça, j'ai été éduquée avec ça. Je sais qu'il y a des personnes qui sont pas éduquées avec ça, et je pense qu'il est jamais trop tard pour s'éduquer soi-même, d'accord? Arrêtons de mettre la faute sur nos parents, j'ai pas eu cette éducation, et ci et ça. Non. Tu peux le faire toi-même. Donc, la première chose à faire, c'est quand tu reçois ce que tu gagnes. La première chose à faire, c'est que tu places ton argent ou tu économises ton argent. Et après, il y a plein de manières de le faire, que ce soit en crypto, en bourse, on en parlait l'autre jour avec Mmh. toi sur Revolut, tu peux maintenant investir, etc. Donc, moi, je pense, et c'est ce que je fais personnellement, quand je me rémunère, la première chose que je fais, c'est que je mets un certain pourcentage en épargne, un certain pourcentage sur notre compte commun avec Nathan qui va servir à notre loyer, nos dépenses communes, nos restos, nos voyages, etc. Ensuite, je fais un dépôt pour tout ce qui est crypto, un dépôt pour tout ce qui est bourse, ETF, et après, le reste que j'ai, c'est à moi de voir, ok, je sais ce que je veux mettre encore de côté en cash ou ce que je veux investir. Donc Mmh. là, je sais que, en fait, finalement, j'ai juste un tableau Excel avec des comptes. Ok, et ça, je veux mettre en immobilier, ça, je garde pour moi. Et en fait, je me donne un budget de dépenses mensuelles. Et ça, c'est mon budget à avoir. Et la meilleure manière de bien exécuter ça, c'est de le traquer. Moi, j'ai une to-do list. Dans ma to-do list, au début de chaque mois, le premier du mois, je fais le topo de mon mois et j'ai mon petit tableau Excel. Je vais rentrer combien d'argent j'ai gagné. Je vais mettre que là, j'ai fait un virement ici, un virement ici, un virement ici. Plus c'est noté, plus t'as de clarté. Bah en fait, plus c'est réglé. Les gens qui arrivent pas à gérer leur argent, c'est les gens qui regardent pas leur compte bancaire, qui Mmh. savent pas, qui dépensent sans savoir, etc. Voilà. Donc, honnêtement, je pense que c'est le plus simple et on en a parlé, je t'ai un peu juste montré, tu vois, le quoi du comment. J'espère que ça t'a servi d'ailleurs et puis, voilà. Oui, bah, du coup, si j'en parle, c'est parce que ça m'a énormément servi et je pense que bah, le sujet de l'environnement, on va certainement revenir dessus plus tard, mais c'est là où je vois vraiment la différence. Parce que tu le sais que c'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire, mais quand toi-même t'as jamais fait et que personne dans ta famille n'a jamais fait ça, bah t'es un peu obligé d'attendre de rencontrer la bonne personne qui va te Ouais. montrer comment faire. Et je trouve que ça fait une grosse différence. Et moi, les gens, ils me traitent de folle. Moi, je traque chaque dépense. Mais quand je te dis chaque dépense, c'est que le Gojek à 20 000 roupies, je vais le rentrer dans mon application. Parce que oui, c'est que 50 centimes, mais en fait, j'ai toujours pensé que 50 centimes plus 50 centimes plus 50 centimes, bah, on connaît l'effet cumulé. En fait, ça peut amener à des grosses dépenses et pour moi, c'est important que je sache exactement dans quoi je dépense mon argent pour pouvoir vraiment l'investir. Et comme tu l'as dit, genre la base pour pouvoir vivre et après faire des choix intelligents, entre guillemets. Euh, et c'est vrai que là, il recommence à faire beau, etc. Et tu sais, je vois souvent l'excuse non, mais je peux pas investir cette somme-là pour le moment en moi, nanani, nanana. Et au final, c'est les premières personnes qui vont aller dépenser 40 euros dans une bouteille de rosé en terrasse à Paris le soir même, quoi. Sauf qu'en fait, 40 euros pour boire du vin, en plus pour te détruire la santé, du coup. Enfin, tu vois, et c'est ça où je trouve qu'il y a aucune éducation. Mais de toute façon,
on va pas se mentir, ça va faire mal, mais les gouvernements n'ont pas envie qu'on soit éduqué là-dessus. Ils ont aucun intérêt. Ils ont aucun Ils ont intérêt. aucun intérêt, c'est de son propre chef de vouloir s'éduquer là-dessus. Mais peut-être que tu vois, par exemple, toi, tu as ce raisonnement qui est comme le mien finalement, Mmh. parce qu'on a des objectifs. Parce que, Mmh. tu vois, parce que tu as une vision, tu sais où tu veux aller, tu dis, OK, mais j'ai envie de créer telle chose et donc j'ai besoin de tel argent. Je pense que la moyenne, par exemple, des fois des Français ou des personnes dans le monde général, attention, moi, ne pointe pas les doigts sur les Français, mais je pense que la moyenne des gens qui ne gèrent pas leur argent, c'est qu'ils savent pas ce qu'ils veulent en faire de cet argent. Mmh. Et du coup, bah, en fait, quand tu sais pas, tu t'en fous. T'as aucun intérêt de te dire je vais économiser ou je vais gérer mon argent, etc. Et au-delà de je veux économiser, je pense que la gestion financière, apprendre à gérer son argent, c'est le b.a.-ba pour après entreprendre. D'accord? Moi, j'ai vu trop d'entrepreneurs qui ont gagné énormément d'argent Mmh. et qui avaient jamais fait de gestion de leur propre argent et du jour au lendemain qui ont tout perdu ou perdu énormément d'argent parce qu'ils n'avaient pas la capacité de gérer tout ça. Donc moi, je te rejoins sur le fait que si tu veux mettre 40 € dans une bouteille de rosé, tu sais comment tu peux le faire et pourquoi tu peux le faire et tu le fais en pleine conscience. Mmh. C'est juste ça. Ok, je veux mettre 40 balles dans ma bouteille parce que c'est la fête, mais oui, mais parce que en début du mois, j'ai reçu mon salaire, j'ai pu économiser, que je sais où est ma vision, que je sais comment je vais réaliser mes rêves et que je sais que ces 40 €, ce sera pas la différence pour réaliser mes rêves. Mmh. Je pense que tes rêves seront toujours plus importants que la bouteille de rosé que tu veux te taper là, même si il fait beau et chaud. Ah ouais, bah, ça, c'est moi là-dessus, il y a des choix que je fais que les gens ne comprennent pas aujourd'hui. Quand je dis: «Non, je viendrai pas là, je ferai pas ci, je ferai pas ça», «Ah ça va», bah non, ça va pas en fait. Si j'ai pas envie de dépenser mon argent là-dedans, je le dépense pas là-dedans, Et point, c'est tu vois? très bien. Et est-ce qu'aujourd'hui tu dirais que tu as quand même des peurs financières ou vraiment là-dessus tu es en mode, 100 sereine? Je suis 100% sereine pour plusieurs raisons. Et aujourd'hui, parce que j'ai suffisamment d'argent qui est investi. Au fond de moi, j'ai jamais eu peur de perdre de l'argent et j'ai jamais eu peur de pas en avoir. Et je pense aussi, et je vais pas mentir, je pense que le fait que je vienne quand même d'une famille où je suis dans un pays qui reste la Suisse, j'ai eu quand même une éducation où je parle bien français, je parle anglais. J'ai fait de la restauration. Demain, j'ai plus de business, j'ai plus d'argent, je suis serveuse. Donc au pire, qu'est-ce qui m'arrive? Mmh. Au pire, je vais servir des cafés. Au pire, je peux même trouver du job à Bali si je veux dans n'importe quel petit café en acceptant d'être payé moins. Ou je peux retourner en Suisse pour être dans le service. Donc en fait, j'ai pas peur parce que je me dis que en vrai, il y a aucun souci parce que finalement, même si j'ai plus rien, au pire, je suis serveuse. Donnez-moi 500, 600 €. T'inquiète, je relance une marque e-commerce et on se revoit dans une année et c'est reparti, tu vois. Ouais. Donc ça, je pense que j'ai pas peur parce que le pire, il est moins pire et je pense que tu le sais, on est à Bali, on voit les gens de Bali et tu sais que le pire pour eux n'est pas le pire pour nous. Mmh. Donc le fait d'être aussi beaucoup en voyage en Asie, ça te permet de relativiser en te disant mais en fait le pire pour moi c'est quoi? Alors je dis la Suisse mais en vrai que tu sois en France ou en Suisse, le pire de la France, la même chose hein. Au pire tu es en France, tu vas trouver du job dans le service et c'est pas ce qui manque aujourd'hui. Mmh. Donc finalement, il n'y a pas vraiment de pire pour nous. Ouais, et je pense que, du coup, le fait que ça soit, on va dire, une peur, qui n'existe pas, est-ce que, après l'aspect, financier, il y a un aspect mental quand même qui est là et qui est présent? Est-ce que tu arrives à te rappeler un moment psychologiquement pour toi très, très dur et comment tu as fait pour en sortir? Ouais. Bah, ça me fait penser à l'année 2025, donc l'année dernière qui était la pire année pour moi. J'ai une année qui était difficile entre 15 et 16 ans, je pense un peu l'adolescence et aussi beaucoup d'harcèlement scolaire. Donc le harcèlement scolaire m'avait mis dans une bulle d'introspection où tu rumines beaucoup, tu te sens seul, tu te sens exclu, c'est très difficile. Donc il y a eu cette partie de ma life qui était très difficile. euh, mais qui n'était pas due à moi, qui était due aux autres. Donc l'exclusion des autres, de ne pas être aimé, le fait d'être exclu, le fait où des fois on t'insulte, on te crache dessus. Donc il y avait aussi des violences physiques. Donc ça a été une année qui était
très compliqué pour moi entre 15 à 16 ans. Et c'est pour ça que j'ai pas pris de parcours scolaire, que j'ai direct décidé finalement d'être dans le travail et donc d'être dans le service. J'étais avec des gens plus âgés, je me sentais beaucoup mieux en dehors d'une sphère scolaire parce que après 2 ans d'harcèlement scolaire, tu n'as plus envie d'être avec des étudiants. J'avais ma hantise des étudiants, j'avais ma hantise de ce typologie de personnes. Donc ça a été très très difficile pour moi. Je m'en suis bien remis. Je l'ai toujours vu comme une force. Ma mère me disait, tu sais, les gens ils sont jaloux. Mais s'ils sont jaloux, c'est parce que tu fais les choses bien. Et donc moi j'étais là en mode, peut-être que c'est vrai ce qu'elle dit ma mère. C'est-à-dire que si les gens ils sont jaloux de moi parce que je fais les choses bien, bah tu sais quoi, je vais continuer à faire des choses bien parce que le fait de faire des choses bien, je me rends compte que ça énerve des gens et ça frustre des gens. Et encore aujourd'hui, c'est quelque chose que je peux observer, c'est que si je fais les choses très bien, par défaut, je sens qu'il y a des gens qui sont jaloux, des gens qui n'aiment pas ce que je fais. Donc quand je vois des gens jaloux et qui aiment pas ce que je fais, je me dis OK, je suis dans le bon chemin, ça a l'air d'être juste ce que je fais. Donc ça a été un moment difficile et 2025, ça a été très difficile parce que là, j'ai découvert les crises d'angoisse, chose que je n'avais jamais eue de ma vie. Donc quand on parle de peur, j'ai pas de peur liée à l'extérieur, j'ai pas de peur liée à l'argent, j'ai pas de peur de tout ce qui m'entoure. Je pense qu'aujourd'hui, la plus grosse peur que j'ai, c'est moi-même et du coup, je l'ai pu l'observer en 2025, c'est que mon corps et mon esprit me disent stop. Et là, j'ai compris que, en fait, ma peur, elle est pas liée à l'extérieur. La peur, elle est liée à mon propre moi qui, sans me rendre compte, me dit stop. Et quand tu fais une crise d'angoisse, rien ne compte à l'extérieur. La seule chose où tu te rends compte contre qui tu bats et qui ne va pas finalement, c'est toi-même. Donc ça, c'est peut-être ma plus grosse peur aujourd'hui, c'est moi-même. OK. Et ça pourrait être un bon sujet psychologique, je pense. Comment se faire peur à soi-même et comment se relever. Aujourd'hui, ça va quand même mieux. Est-ce que tu penses que il y aurait une part de spiritualité là-dedans? Oui, à 100%. Aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Je refais plus de crises d'angoisse comme j'ai pu le faire. 2025, donc début 2025, janvier, mi-janvier, je découvre la crise d'angoisse et s'ensuit une crise d'angoisse par jour. Tous les jours à 18h, 19h, j'ai un état où je n'arrive pas à aller bien. J'ai un état de stress où je n'arrive rien à contrôler, où j'ai l'impression que je vais mourir. Et quand tu accumules chaque jour une impression que tu vas mourir, c'est très difficile. Moi, je connaissais pas la crise d'angoisse, donc première crise d'angoisse, je me dis que je vais mourir, je fais un AVC. Nathan, il m'emmène à l'hôpital, on est à Dubaï à ce moment-là. Il m'emmène à l'hôpital, les médecins affolés parce que je leur dis je fais un AVC quoi, genre je vais mourir. Ils me font tous les tests, etc. Ça se calme, il me dit non, c'est bon, tout va bien, RAS, vous pouvez rentrer chez vous. Je rentre chez moi, les jours qui s'ensuivent, crise d'angoisse, mais un petit peu mieux. Et je me dis, non, mais ils ont pas vu quelque chose, je suis sûre que j'ai quelque chose. Je refais une crise d'angoisse aussi à haut niveau et on retourne aux urgences. Là, de nouveau, ils me font les tests, ils me disent, non, Méline, il n'y a rien, tranquille. Ok, on rentre avec Nathan et quelques jours après, je refais une crise d'angoisse où là, d'une intensité, où on descend du building, je vois pas le sol, j'ai des taches noires, je vomis. Je sens que j'ai des vertiges. Et là, je dis à Nathan, c'est bon, c'est sûr, c'est maintenant. Je vais vraiment mourir maintenant. Et j'étais sûre que j'avais une thrombose, que je faisais, enfin, mon cerveau qui délirait, bien sûr. Et là, je retourne aux urgences. Et là, du coup, à chaque fois qu'on va aux urgences, il y a le même docteur. Et là, cette doctoresse, elle me dit, en gros, elle me dit, Madame, vous avez rien physiquement, c'est des crises d'angoisse que vous faites. Et là, je te promets que je la regarde, j'étais là, attendez, là je te dis que je suis en train de mourir et tu es en train de me dire que ça se passe dans ma tête. Et là j'ai eu un déclic, je me suis dit non mais c'est pas possible. Là, elle me prend pas au sérieux et donc à ce moment je me dis ok bon elle me refait tous les tests etc. Je vois que tout va bien. La semaine d'après je décide de rentrer en Suisse. Et je me dis, je vais en Suisse avant d'aller en Chine. J'avais une semaine en Suisse et je me dis, je vais refaire tous mes tests médicaux. Parce que je me suis dit, peut-être à Dubaï, ils essayent de m'arnaquer. Et puis, il faut que j'ai des vrais médecins ou des gens qui veulent pas, finalement, l'aspect financier. J'arrive en Suisse et donc on est le lundi. Je dois aller voir mon médecin. Et le lundi d'après, je pars en Chine. Donc, j'ai vraiment une semaine. Le lundi, je vais voir mon médecin. Et mon médecin,
Il me prend en consultation, donc médecin de famille, bonjour Méline, blablabla, je lui explique, et là je pleure parce que je lui dis, écoutez, je vais pas bien, ça va pas, je sens que j'ai quelque chose, personne me prend au sérieux, il faut faire des tests, etc. Et puis là, elle me dit, ok, je sais ce que vous avez et tout, je vais vous prescrire quelque chose, ça ira mieux. Il me donne une ordonnance, et là sur cette ordonnance, c'est marqué Xanax, antidépresseur. Là, je regarde mon médecin, je regarde ça, et là, je pleure. Là, je pleure et je dis, vous pensez que je suis en dépression? Je suis dépressive. Et puis, il me dit, ça va aller, c'est une mauvaise phase, vous verrez, ça ira mieux. On va faire il faudra prendre ça une année, après on va réduire, etc. Il m'a dit c'est important que vous le preniez maintenant parce que la première semaine d'anxiolytique antidépresseur, c'est dur, vous allez faire plus d'angoisse, etc. Il faut absolument le prendre maintenant avant que vous alliez en Chine. Parce que j'avais un gros événement en Chine et je me disais là, putain, genre là, il faut que je le prenne maintenant. Je sors de chez le médecin, je suis dans la voiture et là, je pense à Patricia, mon ancienne associée, à Coco, sa meilleure amie, qui sont des amies très proches, qui ont 55 ans. C'est des femmes qui m'ont beaucoup accompagnée dans ma jeunesse. Et je pense à elle parce qu'elle croit en Dieu. Et je pense à elle, je me dis, mais purée, vous avez toujours des signes de Dieu, vous avez toujours, vous voyez toujours Dieu, vous avez toujours des messages. Et puis j'étais là, mais pourquoi moi j'ai pas de message? Et quand je te dis ça, j'étais en détresse, je pleurais dans ma voiture, j'en pouvais plus. Et je me dis, bon, bah voilà, c'est pas grave, j'ai cette ordonnance. Premier réflexe, je rentre à la maison, je regarde sur ChatGPT, antidépresseur, le pour, le contre. Je demande à ma famille le pour, le contre. Je regarde dans mon entourage le pour, le contre. Je me rends compte que 50% des gens de mon entourage ont tapé des anxiolytiques ou ont tapé des antidépresseurs sans que je le sache. Donc déjà là, je me dis, mais attends, mais en fait, tout le monde est dépressif dans ce monde. Et là, je me dis, purée, donc là, s'il faut que je les achète, c'est là maintenant. On est mardi matin, donc le lendemain du médecin. Avec mon frère, on va chez Ikea. Je lui dis, Mick, on va chez Ikea, après on passe à la pharmacie, il faut que j'achète ça, il faut que je commence les antidépresseurs maintenant parce que dans une semaine, je pars. On va chez Ikea, et sur la route de Ikea, juste avant Ikea, on devait acheter un miroir. Il y a une brocante. Et Mick, il me dit, donc mon frère, il me dit, viens, on va dans cette brocante, il faut absolument voir et tout, il y a plein d'objets, etc. Moi, je suis pas bien, je pleure au moindre truc. Et je dis à Mick, non, je veux pas rentrer là-dedans, il y a des énergies trop fortes, je sens que je suis trop sensible à ça. Mon frère, il est très cartésien, il me dit, arrête tes conneries et tout, vas-y, on y va. Et je dis, bon, vas-y, on y va. On arrive sur le parking de cette brocante, on rentre dans une brocante, il faut imaginer c'est un hangar avec des objets de partout, c'est vraiment la caverne d'Ali Baba. Tout est mélangé, il y a pas d'ordre, il y a que des vieux objets, ça sent le cuir, le bois, etc. Vraiment c'est Bagdad. Et on rentre là-dedans, donc moi les bras croisés, mon frère tac tac tac, il fait son truc, il est très hypé, c'est vraiment un peu le nounours, et très content. Et mon frère il cherche le miroir et puis moi j'avance et vraiment tout droit en face de moi, je vois il y a quand même une bibliothèque avec plein de livres. Je marche et en face de moi, il y a un livre où sur le dos de couverture, à la hauteur de mes yeux, c'est écrit guérir. Je prends le livre et sur le livre, ça met de l'émotion quand j'en parle parce que enfin, c'est ouf. Sur le livre, c'est écrit le stress, l'anxiété et la dépression, guérir sans médicaments. Et là, je me dis putain, genre vraiment, je prends le livre, je lis ça, je me dis c'est pas possible. Je me dis c'est pas possible. Et là, le premier réflexe, c'est que j'appelle Mickey. J'appelle mon frère, je lui dis Mick, viens voir. Mick. Donc il est à l'autre bout et il vient et il regarde ça. Mon frère est très cartésien. Et là, il me regarde, il me dit Méline, c'est ouf. Il me dit là, c'est ouf. Et là, le premier truc que je pense à ce moment dans la voiture où j'ai dit que j'ai pensé à Coco et à Pat et je me suis dit, elles ont toujours des signes, elles demandent. Et moi, j'ai demandé à Dieu. Alors, on peut dire Dieu, on peut dire ce qu'on veut. Et aujourd'hui, en face de moi, j'ai un livre entre les mains, donc j'achète ce livre qui m'a coûté 4 francs là-bas. J'ai décidé de pas prendre ces anxiolytiques, ces antidépresseurs. J'ai lu ce livre où il parle des 5 concepts et des 5 principes de base à appliquer dans sa vie pour guérir finalement de l'anxiété, le stress et la dépression sans médicaments. C'est un médecin qui a fait ça pendant 40 ans, qui a vraiment fait des études scientifiques. Et du coup, je me suis dit, OK, il y a un autre chemin. Il y a le chemin de la foi. Et il y a le chemin aussi de la science, de comment mon corps il fonctionne. Et du coup, toute mon année 2025 a été portée sur comment me sentir bien, comment comprendre mon corps, comment écouter et comment demander à quelque chose qui est peut-être plus grand que moi aujourd'hui, qu'on appellera Dieu ou de l'énergie ou ce que tu veux. Et donc, ça a été un parcours et une année qui était fantastique pour moi 2025 parce que je pense que l'anxiété et les crises d'angoisse, ce soit la plus belle chose qui me soit arrivée dans ma life. Bah, c'est souvent quand on est au plus bas,
qu'on peut aussi se révéler dans quelque chose de nouveau et je pense que tu l'as vu avec moi, cette année d'ailleurs. Grave, de ouf. Mais je pense qu'il y a un milliard de sujets dans ce que tu viens de dire. Le premier sujet qui, moi, m'énerve au plus haut point, c'est: «Tu vas pas bien, faut que tu prennes des médicaments». Ça me rend ouf! Vraiment, ça maintenant, c'est un truc qui m'énerve parce qu'en fait, des médicaments, ça reste des médicaments. Ça détruit la santé. On sait même pas ce qu'il y a dedans. On sait que derrière, c'est quand même que du business et je l'ai jamais raconté. Jamais, jamais, jamais. Il y a 11 ans, j'ai fait une dépression. Une grave dépression, vraiment une très, très, très grave dépression au point où j'ai dû couper, toute ma vie pendant 6 mois et on m'a prescrit, du Xanax. Donc c'était il y a 11 ans, j'avais 23 ans, j'avais pas de ChatGPT à l'époque Bah ouais. et en fait, du coup, j'ai bêtement pris ces médicaments. Pendant plus de 6 mois, j'ai pris ces médicaments-là, plus, début d'une thérapie, bien sûr et en fait, son histoire, elle est assez exceptionnelle et c'est en ça où moi, je suis très signe. Alors moi, j'appelle plutôt l'univers, mais je suis très signe parce que, de base, je suis pas, comme je suis l'aîné de la famille, j'ai plutôt, tu sais, ce caractère à me dire, je suis là pour montrer l'exemple à mon frère, ma sœur. Si, papa, maman partent, il va falloir que je gère mon frère et ma sœur, et cetera, et cetera. Donc pour moi, c'était hors de question que mon frère et ma sœur me voient faible, en fait. Vraiment, vraiment, vraiment et j'avais dit à mes parents, j'avais dit: «Je rentre à la maison, vous dites à Alexis, Alizé que tout va bien et ça reste entre nous, quoi». Bon, mon frère et ma sœur ne sont pas bêtes, ça reste quand même mon frère et ma sœur et en fait, si je te raconte cette histoire, c'est qu'un jour, mon petit frère rentre dans la chambre où je restais à l'époque et il me dit: «Tiens, lis ce livre» et le livre, pareil, je m'en rappellerai toute ma vie, c'était «L'art de la simplicité» Ah. de Dominique Leroux. Je l'ai lu 5 fois ce livre. Et ben, le livre a eu bien plus d'impact sur mon cerveau que ces fucking médicaments, quoi. Et du coup, j'ai décidé d'arrêter les médicaments du jour au lendemain. Chose qu'il faut pas faire, je précise. Normalement, on est censé se sevrer Mmh. parce que ça crée de l'accoutumance. Mais c'est une histoire que j'ai jamais dit publiquement que j'avais déjà pris des antidépresseurs. Bah, déjà, merci de me le partager, de partager aux personnes qui écoutent. Je pense que c'est hyper important. Et ça me rend ouf parce que vraiment, avec le recul, bah, en vrai, on peut rien faire, mais c'est juste que, encore une fois, on se rend compte que la médecine aujourd'hui, on peut pas être tous médecins et je les blâme pas parce qu'ils peuvent pas tout apprendre à l'école de médecine. Mais j'en ai parlé avec le dernier épisode avec Léa qui est médecin biologiste où elle-même elle disait, mais le nombre de trucs qu'on nous apprend pas, on nous apprend pas à gérer l'émotion des patients, on nous apprend pas tout ce qui est biohacking, comment gérer son corps, etc. Non, nous c'est bête et méchant, quelqu'un va pas bien, hop, c'est ce médicament. Lui, il a ça, hop, c'est ce médicament. Enfin, en fait, on résout tout avec des médicaments Mmh. et on comprend pas que c'est pas ça qui va nous sauver quand on sera vieux. Les médicaments, enfin, j'ai quelqu'un dans ma famille qui a pris toute sa vie des antidépresseurs. Elle va pas bien aujourd'hui, hein. Ça fait Bah, 40 ans bien qu'elle sûr. prend des antidépresseurs. Donc c'est bien que c'est là-dedans qu'il faut travailler. Et ce qui m'intéresse de savoir, c'est est-ce qu'à un moment donné, tu t'es pas demandé si tu faisais un burn-out? La réalité, c'est que je me suis jamais dit le seul moment où j'ai dit: «Je suis dépressive», c'est quand, le médecin, il m'a donné des antidépresseurs. Là, je lui ai posé la question, je lui ai dit: «Je suis en dépression» et là, il m'a dit: ça va aller, vous inquiétez pas, on va mettre des choses en place». Et en fait, la première chose qui parle dans ce livre que j'ai eu, c'est qu'il faut pas se dire: «Je suis». Je suis pas en burn-out, je ne suis pas en dépression, je ne suis rien, d'accord? Je suis ce que je veux être et ça, je pense que c'est très important parce que quand on te dit justement: «Tu es quelque chose», tu t'attribues quelque chose finalement et tu te mets dans un cadre et dans un moule où quand les gens, ils te demandent, tu vas dire: «Non, je suis en burn-out». Et tu vois, déjà ça, l'information que tu envoies à ton corps et à ton cerveau, c'est: «Tu ne vas pas bien» et Mmh. tu dois faire ce qu'on te dit parce que tu es dans une case et qu'il va falloir suivre ce chemin-là. Donc je me suis rien dit du tout. Et même quand on me disait: «Ouais, mais c'est le travail et tout, oui, mais c'est ci ou c'est ça», je disais: «Mais vous en savez rien. Genre personne ne va me dire ce que je suis ou ce Mmh. que je veux être ou je dois être». Et je te rejoins sur le point de, aujourd'hui, les médecins, ils font avec ce qu'ils ont. Je pense qu'ils sont aussi très loin et ils commencent à être décorrélés de l'humain, de l'être, de la Mmh. foi, et donc ils ont pas 1000 solutions non plus.
je pense que c'est de leur propre chef et de propre responsabilité aujourd'hui d'aller chercher plus loin que leur registre de médicaments, Mmh, de qu'est-ce qu'il faut prescrire à tel symptôme finalement, mmh, et que ce qu'il faut créer, c'est pas ce qu'il faut réparer, c'est pas le symptôme, c'est la cause des choses. mmh, Et je me suis jamais posé la question sur quel est le symptôme, parce que pour moi, le burn-out, c'est une étiquette du symptôme. Aujourd'hui, quelle est la cause? Qu'est-ce qui fait que je réagis comme ça? Qu'est-ce qui fait que mon corps réagit comme ça? Et j'ai fait de l'hypnothérapie et que je fais toujours aujourd'hui. J'ai toujours la même hypnothérapeute que, je vois toutes les 2 semaines. Ça me fait un bien fou. Je pense que cette femme, a complètement, changé, le cours de ma vie, et je pèse mes mots parce que ça fait 1 an et demi qu'elle m'accompagne aujourd'hui, et je sens que c'est une femme, j'espère, qui m'accompagnera encore longtemps. Même si ça va bien, c'est quelqu'un qui m'accompagne sur plein d'aspects de ma vie, qui est extraordinaire. J'ai fait de la PNL, donc la mmh, programmation neurolinguistique, pour comprendre comment le subconscient fonctionne, comprendre comment le corps fonctionne, comprendre comment tu penses finalement dans le subconscient et qui est pas forcément du conscient. Parce que les crises d'angoisse, bah, moi, c'est la première question. Les gens, ils te disent, mais c'est pourquoi tu fais des crises d'angoisse? C'est quoi l'élément déclencheur? Et c'est horrible parce que je ne savais pas. Donc tout le mmh, monde te pose la ouais, question et t'es là, mais je sais pas. Genre, je sais pas, je vais pas bien. Genre, juste, ça va pas. Donc, hypnothérapie, PNL, une alimentation qui est riche en oméga 3, c'est hyper important. ouais, Faire de l'exercice minimum 3 fois par semaine pendant 20 minutes, c'est hyper important. Le nerf vague a un rôle très important sur le règlement du système nerveux et du corps. Il y a des travails que tu peux faire aussi avec les yeux. Donc ça, c'est vraiment les 5 points primordiaux que je recommanderais aux personnes, ou même d'acheter, le livre, on pourra peut-être mettre la référence, si tu es d'accord, en dessous, pour les mmh, personnes qui sentent qu'elles ont besoin d'aide. Mais je pense que un autre point qui est important, et peut-être tu seras d'accord avec ça, on n'est pas seul. ouais, c'est vrai. Il faut en parler. Même si ça va pas, faut pas avoir peur d'en parler, faut pas avoir honte d'en parler. Et tu vois, je reprends un peu ce que toi tu disais avec ton frère et ta sœur, où tu veux pas leur dire parce que tu veux être forte, tu veux montrer l'exemple, mais peut-être que tu as besoin d'eux. Mmh, Tu vois ce que je veux dire? C'est pas parce que mmh, tu es la plus grande ou que tu dois être leader de la famille que tu n'as pas besoin d'eux. Et peut-être dans ces moments, il faut parler à toutes ces personnes-là pour avoir de l'amour, te sentir entouré, et que les gens ils sachent qu'aujourd'hui tu as besoin d'aide. Et ça, c'est accepter d'être vulnérable un petit moment et accepter de demander de l'aide aussi aux mmh. gens. Et je pense que l'environnement fait encore beaucoup, parce que pareil, j'en ai jamais parlé sur, les réseaux, mais du coup, je pense que Mais ça va là, être le tu nous dis moment. beaucoup de choses, En plus, Marie. ça, c'est quelque chose qui te concerne et je pense que je vais avoir beaucoup d'émotions, je sais même pas commencer ma phrase que j'aurai envie de pleurer. Hem, j'ai osé te demander de l'aide C'est vrai. la fin de l'année dernière Ouais. et toi et Nathan, vous m'avez sauvée, Mmh. vraiment, Je suis très et heureuse. parce que je me suis vraiment sentie bien avec vous. Je sentais que je pouvais être, moi, vous m'avez jamais jugée sur, qui j'étais, ce que je faisais. Je me suis toujours sentie 100 moi avec vous et du coup, enfin, là, je sentais que ça allait vraiment pas et du coup, je vous ai demandé de l'aide et vraiment, vous m'avez, sauvée. J'en ai pas trop parlé sur les réseaux au final, parce que je sais que, voilà, vous tenez aussi à votre intimité et tout ça, mais le fait que je puisse aller à Dubaï, d'être dans cette bulle, bon, c'était bien avant la guerre du coup, mais Ouais. et que j'ai eu 2 semaines 100 pour moi dans un cocon où je me suis sentie vraiment en sécurité, ça m'a, sauvée. Vraiment, ça m'a sauvée, j'ai jamais pris autant de temps pour moi. Je suis très heureuse. Jamais. Je suis très heureuse. Et Et tu vois, on parlait de l'argent et d'entreprendre. Moi, c'est pour ça que j'entreprends. mmh, Parce que je me dis que je veux mettre à profit tout ce qu'on peut avoir pour aussi les gens qui ont besoin. C'est ça la clé de mmh, finalement l'argent, ou la clé de gagner. C'est pour partager. Et je ouais. suis très heureuse que ça ait pu t'aider. Ah, ça m'a même plus qu'aidée. Vraiment, tous les jours, je pensais à vous et après on a vécu la guerre ensemble et après on a habité ensemble à Bali et à chaque fois, je me dis: C'est ouf, c'est tellement sous-estimé les gens qu'on rencontre dans notre trentaine». Parce que finalement, c'est un peu à cette période-là de notre vie, je pense qu'on va vivre le plus de transformations, autant dans notre vie pro que dans notre vie perso. Et en fait, il y a des gens qui comprendront bien plus qui je suis maintenant que les gens qui me connaissent depuis que je suis né, tu vois. Et c'est vrai que hem, tu m'as montré aussi que c'est pas parce que on était successful qu'on n'avait pas le droit de pas bien aller. Parce que moi, pendant longtemps, je me suis dit: «Mais non, mais en fait, tout ce que tu fais, ça cartonne, tu bien entourée, t'as pas à te plaindre». Enfin, tu sais, je cherchais, bah, ce truc de vouloir rester forte, 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 jusqu'au jour où ça m'a pété à la gueule, quoi.
et où là, c'était limite un peu trop tard et du coup, même si ça m'a «coûté» entre guillemets de t'envoyer ce message en te disant: «Est-ce que tu penses que je peux venir? Est-ce que ça va pas?» hem, j'étais quand même préparée à un non, tu vois? Mmh. Faut pas que les gens se disent que tout est acquis dans la vie et que voilà, mais je me suis dit: «Si je me prends un non, c'est que c'est pas ces personnes-là, à ce moment-là, dont j'ai besoin dans ma vie. Peut-être que ça sera d'autres personnes». Donc du coup, vous avez répondu «oui» et au final après, c'est comme ça que la relation a grandi. Mais c'est vrai que je trouve que pour refaire ce lien avec l'argent, ça permet quand même certaines choses. Bien sûr. Et c'est vrai que moi, pareil, tu le sais, du coup, j'ai investi dans une maison à Bali, qui a plusieurs chambres et en fait, je me suis toujours dit: «Bah, si un jour mon petit frère, ma petite sœur, mes parents sont dans le besoin, bah, je sais que j'ai une chambre pour eux», tu vois? Et ça contribue finalement, c'est ma forme de réussite. C'est pas encore une fois, c'est pas penser en nombre de millions, on s'en fout. C'est plus, qu'est-ce que je vais mettre en place aujourd'hui pour protéger les gens que j'aime et pouvoir être là pour, leur apporter s'ils ont besoin. Je suis 100% d'accord. Et pareil de la maison à Bali, et je te rejoins là-dessus. Aujourd'hui, on construit à Bali. Je voulais faire une 3 chambres. Et je me suis dit, mais attends, si je fais 3 chambres, que mon frère et ma sœur ont une copine, qu'il y a mes parents, moi et Nathan, mais il faut 4 chambres. Mmh, C'est un no-brainer. Je suis d'accord de mettre 60 000 € de plus dans cette villa pour faire une nouvelle chambre parce que je veux take care sur la famille et que c'est le plus important pour moi et que finalement mettre 60 000 balles de plus pour une chambre de plus, ça peut paraître aberrant, bien évidemment, de se dire attends, mais c'est beaucoup d'argent. Oui, mais je le fais pas pour moi. Aujourd'hui, je mmh. construis une villa qui est pour la famille, qui est pour les gens que j'aime et pas pour juste ma propre personne et nourrir mon ego. Et je pense qu'on a la même valeur là-dessus et c'est peut-être pas pour rien qu'on est assis à la même table Oui. aujourd'hui aussi, tu vois. Et pourtant, enfin, d'ailleurs, je sais que la famille pour toi, c'est hyper, hyper important et tu sais que pour moi, pendant très longtemps, ça n'a pas été le cas Ouais. et que c'est quelque chose grâce justement à avoir été à Dubaï où j'ai pu travailler et aujourd'hui, du coup, tous mes liens familiaux sont réparés. Hem, est-ce que, aujourd'hui, malgré le fait que tu te sois fait harceler, tu penses quand même que tes amis, c'est aussi des personnes que tu veux mettre à l'abri ou pour toi, ce sera toujours la famille, en premier. La réalité, ce sera toujours ma famille en premier. En Suisse, j'ai pas envie de dire j'ai pas d'amis. Ça, c'est quand je dis ça, des fois, les gens ils sont là: «Ah non, elle a pas d'amis», mais t'inquiète, genre, j'ai pas besoin Ouais. finalement d'amis. J'ai Alexandra qui est mon amie d'enfance, que j'ai connue depuis le berceau, qui est mon amie, ce signe-là de I see you dans Avatar, c'est un signe qui est trop important. Tu sais, ils font ça Oui. et en fait, c'est en mode ils connaissent ton âme, je vois ton âme, je sais qui tu es. Donc moi, j'ai vraiment ce truc avec ma famille et Alexandra parce que je fais toujours ça comme ça quand je la vois. Donc vraiment Alexandra, c'est très important et après il y a beaucoup de personnes que j'aime, que je rencontre mais en effet, je pense de par ce que j'ai vécu, je mets moins d'intention de j'ai envie que ces gens fassent partie de ma vie. Je n'ai pas besoin de Mmh. plus de personnes qu'aujourd'hui ma famille, Nathan, Alexandra. Et par contre, j'adore les gens. J'adore rassembler les gens, j'adore inviter les gens, j'adore faire plaisir aux gens. Et je pense que toutes les personnes qui sont hors de ce cocon qui est très proche, c'est des gens que j'aime, mais c'est des personnes que je veux pas étiqueter ni en tant qu'ami, ni en tant que connaissance. C'est des fois on dit ah ouais c'est pas un ami, c'est une connaissance. J'ai pas envie de mettre d'étiquette, c'est juste des gens que j'aime. C'est des fois que c'est des gens tu sais qui apparaissent un moment de ta vie, ensuite qui Mmh. ne sont plus là et juste je let it go, genre je me prends pas la tête avec ça. J'ai mon cocon dont j'ai besoin pour mon énergie vitale, pour euh, pour finalement vivre en pleine épanouissance et en paix. Et après, le reste, juste, genre, j'aime les gens, je kiffe les gens. Et si ça va pas, it's Bye. okay. La porte, elle est ouverte, tu vois. Mais j'ai pas émis d'intention pour que la personne reste ou rentre. Ouais, Juste, c'est ok. Les gens ont un passage dans ma vie et aujourd'hui, c'est un peu comme ça que je vois les choses. ouais et c'est assez dingue parce que j'ai beaucoup travaillé là-dessus aussi, depuis 1 an, où c'est ce fait d'accepter que des gens vont rentrer, des gens vont sortir jusqu'à la fin de notre vie et au final, je trouve que quand on accepte ça, en fait, on vit beaucoup plus sereinement parce que du coup, moi, je mets plus aucune pression sur aucune de mes relations C'est ça. et le fait qu'il y ait pas de pression, c'est ça qui fait que, on vit
calmement avec les gens, sereinement avec les gens et surtout je pense que du coup on est 100% nous. Parce que Ouais. c'est à partir du moment où on met une pression ou une attente ou quelque chose que on va vouloir un peu, se matrixer pour correspondre aux attentes de la personne ou, à répondre aux besoins de la personne et du coup, j'aime beaucoup le fait qu'on n'ait pas besoin et en vrai, c'est le fait qu'on n'ait pas besoin, ce côté un peu needy, Mmh. qui fait que, en fait, d'un point de vue extérieur, on peut paraître un peu trop léger ou pas assez deep à certains moments, mais j'ai compris que c'était pas du tout le cas. C'était même plutôt l'inverse qui se crée. C'est que du coup, le fait de pas être needy, et surtout, je l'ai beaucoup vu, on va en parler juste après, je sens ça aussi avec Nathan. Entre toi et Nathan, que c'est comme ça. Et je trouve que c'est hyper sain. Mmh. Mais moi, j'avais jamais été comme ça avant. Ouais. Enfin, du coup, pour toi, ça te paraît abstrait parce que tu m'as Oui, pas connu comme ça, mais oui, oui, parce que moi, je t'ai toujours connue comme ça. Et je pense que moi, c'est comme ça que je vois les choses. La réalité, qu'est-ce qui compte vraiment? Je pense, en tout cas pour moi, en premier, c'est ta santé, d'être en bonne santé, parce que sans une bonne santé, bah, finalement, c'est un peu compliqué de faire les choses pour toi ou pour les autres. Et ensuite, il y a la paix intérieure et l'amour. Tout le reste, mmh, c'est un flux qui est circulaire. exactement. Il faut pas le bloquer. Les gens, ils rentrent, ils sortent, faut pas bloquer. L'argent, ça rentre, ça sort, il faut pas bloquer. Finalement, faut rien bloquer, il faut juste apporter juste de la légèreté, mais Mmh, pourtant apporter quand même de la conscience sur les choses, pour pas se mentir à soi-même. Mais comme tu dis, si t'as pas d'attente, tu peux pas être déçu. c'est ça. Et finalement, la seule chose qui compte, si t'as qu'une vie, tu sais pas combien de temps tu vas vivre. C'est juste genre, vis ta best life Mmh, avec les gens que tu kiffes mmh, et c'est tout. ouais, Genre, est-ce que si je te... et des fois, c'est contre-intuitif parce qu'on imagine plein de choses de la vie et on complexifie la vie. Souvent, je trouve qu'on complexifie les choses, mais le but de la vie, si t'en as qu'une, mais kiffe au max avec les gens que tu aimes. ouais. Et c'est tout. Fais-toi plaisir. Que ce soit dans l'entrepreneuriat, les gens avec qui t'es, les restos, as you want. C'est ça et je trouve que c'est aujourd'hui, on arrive à avoir un bon équilibre toutes les 2. Je pense en étant parties, de très loin. C'est ce côté, bah, on sait qu'il faut qu'on bosse, on Ouais. sait qu'on aime l'argent, on sait ce que ça apporte d'avoir de l'argent, mais on n'est pas au détriment d'avoir une vie sociale, d'avoir des kiffs, des plaisirs, et je trouve enfin, moi, ce que j'adore avec les plaisirs, c'est que ça va rester des souvenirs. Et au final, pareil, je me dis: «J'aurais beau avoir tout l'argent du monde, en fait, si je suis seule et que je me crée aucun souvenir, mais quand j'aurai 80 piges, voire même 100 ans parce qu'on va mourir de plus en plus vieux, mais ma vie sera tellement triste» Ouais. et genre, des fois, tu fais des trucs, genre, typiquement, quand on était ensemble au spa Dior à Dubaï, Incroyable. c'est quand même pas grand monde qui peut s'offrir ce luxe parce que ça, c'est vraiment un luxe pour le coup Quelle et expérience. ouais, une expérience et moi, ça restera ce moment qu'on a passé toutes les 2. Peu importe ce que devient notre relation dans les années à venir, bah, en fait, ça restera toujours dans mon cœur quoi qu'il arrive, Grave. parce que c'était exceptionnel. Et du coup, on va aborder un sujet que j'adore, qui est donc l'amour Oh. et on va parler de notre cher ami Nathan qui déteste qu'on parle de lui. Le pauvre. Mais non, mais vraiment parce que je pense qu'il le sait, aussi, mais je trouve que c'est très rare de rencontrer, des hommes aujourd'hui avec qui on peut parler de tout et je trouve que c'est le cas de Nathan. Mm. Et tu le sais parce qu'on a fait beaucoup de restos ensemble, on a vécu Oui, ensemble, oui. donc tous les sujets de conversation, on les a. Est-ce que, aujourd'hui, quelqu'un qui aimerait entreprendre en couple, en quoi tu dirais oui, mais en quoi potentiellement ça peut être aussi, des problèmes? Y a pas de problème. Non, mais en fait, je suis persuadée de ça. Déjà, il faut jamais anticiper les potentiels problèmes. C'est-à-dire que moi, dans n'importe quoi que je vais faire, je vais jamais me dire, il y a tel problème ou telle chose qui pourrait arriver. Mmh. Et ça, c'est très, très important. On s'en fout des problèmes qui peuvent arriver. D'accord? Quand les problèmes arriveront, on trouvera une solution. Et Bob Marley le dit, quand il y a un Mmh. problème, il y a une solution. S'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a Y a pas pas de de problème. problème. Donc aujourd'hui, si tu me dis les problèmes, je pourrais même pas te sortir de solution. Et donc pour moi, c'est facile. Si tu as une idée, si tu as un concept, tu sens que ça vous drive tous les deux et que vous avez une vision commune, un objectif commun, let's go. Et le moment où tu auras un problème, on en parlera. Mais au début, on s'en fout. Parce que quand tu cernes les problèmes ou les peurs, bah, en fait, tu te lances pas. Ouais.
C'est vrai. Ça, la réalité. Et dans n'importe quoi, si tu dis, ah oui, mais si je lance ça, il y a peut-être ça, ou si, mais dès qu'il y a un si ou un mais, on s'en fout. On fait, on fait, on fait. Et on réfléchira à ça beaucoup plus tard, quand ça arrivera, d'accord? Donc pour moi, c'est primordial. Si t'es en couple, que t'as une vision commune, et c'était le cas avec Nathan, quand on a décidé de lancer nos marques, c'était pas pour entreprendre et créer un business, c'est parce qu'on Mmh. voulait payer notre loyer, nos dépenses, nos restaurants, etc. Et c'était juste pour subvenir à nos besoins. Donc on n'a pas cherché, on l'a fait ensemble, et après on a trouvé notre équilibre finalement autant dans le couple que dans le business, parce que ça se trouve aussi cet Mmh. équilibre-là. Et communication, c'est la clé de toute chose, comme dans un couple. Quand tu ressens quelque chose, tu dois en parler. Et aujourd'hui, je pense que même avec l'IA, c'est un bon angle de communication. J'entends par là que quand des fois, il y a une situation qui se passe, c'est très intéressant d'en parler à l'IA. Moi, je le Mmh. fais par exemple avec Claude. Des fois, il y a des choses où je sens, genre, ça frictionne, ça va pas. Et j'en parle à Claude. Et souvent, ce qui révèle, c'est que la problématique ne vient pas tant de la situation ou de l'autre, mais de ma façon d'interpréter les choses qui réveille en moi quelque chose qui m'a blessé dans le passé ou quelque chose qui vient finalement de moi. Et du coup, je trouve hyper intéressant des fois de consulter l'IA. Alors pas tout le temps, mais je trouve intéressant parce qu'il a une vision qui est plus objective, qui est pas à chaud, qui est pas dans l'ego. Et donc, je pense que ça peut être une aide. Mais quoi qu'il en soit, si t'es avec ton mec, que vous avez une idée, que vous voulez vivre la life ensemble, faites ce que vous avez à faire et ne vous posez pas de questions. Ne mettez pas de si, ne mettez pas de mais. Juste faites. Genre, faites. C'est tout. Ah, c'est hyper, puissant ce que tu dis parce que moi, malheureusement, je crois que j'ai ce truc de «et si?» Ouais. En fait, j'ai un problème, c'est que je veux tout anticiper pour être paré à tout, pour me blinder et justement, je pense finalement dans l'histoire peut-être pas vraiment souffrir, quoi. Et c'est vrai que, mon ancienne relation, je pensais qu'elle m'avait vaccinée sur le fait de travailler en couple, mais je pense que ça dépend déjà dans quel domaine c'est et ça dépend en fait de chaque personne Ah. et de ce que tu dis, c'est la perception. En fait, c'est ça, c'est comment est-ce que tu perçois l'autre et ce que l'autre t'a dit et qu'est-ce que tu en fais? Finalement, ça t'appartient, comment tu réagis. Bien La sûr. personne, elle a juste, évoqué quelque chose, à toi d'être 100% responsable, de lui dire: Ça m'a pas plu, ça m'a blessé, ça je suis pas d'accord, faut qu'on en parle» et cetera et cetera. Mais du coup, je pense que l'équilibre aussi, c'est un mot qu'on utilise partout, mais c'est difficile à savoir ce que c'est l'équilibre. Ouais, je pense que ça crée il y a un déséquilibre qui se crée quand la vision de chacun Mmh. n'est plus corrélée. Mmh. Et c'est là où il faut se poser la question, en tout cas dans le business, mais que tu bosses avec ton copain ou un associé, peu importe. Tant que votre vision, elle va au même endroit, que vous avez le même but pour votre projet, votre business, vous pouvez avancer ensemble. Mmh. Du moment où la vision, elle diffère, on a un déséquilibre qui commence à se Mmh. faire parce que le niveau d'effort, le niveau d'émotion que tu mets dans ton business, bah, il va être déséquilibré parce que la vision n'est plus la même. Tant que vous avez la même vision, et toi aujourd'hui aussi, malgré ton ancienne relation, si tu rencontres quelqu'un et tu sens que, ok, vous avez envie de créer quelque chose ensemble, vous avez la capacité de créer quelque chose ensemble, de nouveau, ferme pas la porte, laisse rentrer et laisse sortir si jamais ça doit sortir, tu vois ce que je veux dire? Mmh. Mais si vous avez la même vision, allez-y. Vous avez quoi à perdre? Rien. Et au pire, la vision, elle se décorrèle et vous avez plus la même vision. Et c'est pas grave. It's life. C'est OK. Faites Mmh. confiance. Tu vois, il faut faire confiance à la vie pour ça. Mais de nouveau, pas fermer de porte. Mmh. Parce que je pense que plus on a eu de peur, de traumatisme, etc., plus tu fermes des portes, bah finalement, plus tu laisses rentrer de soi des énergies qui restent coincées, et du coup, elles peuvent plus ressortir. Ou peut-être que tu laisses pas rentrer des bonnes énergies et ressortir. Alors, j'utilise le mot énergie pour comprendre un petit peu le concept, mais reste ouverte. Laisse ce que la vie te veut te donner rentrer. Juste, mets de la conscience sur ce qui vient. Ce que tu veux garder, tu gardes. Ce que tu veux pas garder, tu laisses sortir. Mmh. Et peut-être que c'est juste ça qu'il faut faire, tu vois ce que je veux dire? Ah ouais, mais c'est enfin, je vois très bien ce que tu veux dire et je pense que c'est quelque chose que j'avais jamais expérimenté, dans mes anciennes relations, mais là, je sens que je suis plus du tout la même femme, Ouais, et je pense que vous le sentez, bien sûr. aussi mais ce que je trouve le plus agréable finalement et j'en ai déjà parlé plusieurs fois,
et que globalement, moi, mon entourage, il est plus jeune que moi. Mmh. Et à un moment donné, je me suis quand même posé la question: «Est-ce que c'est parce que j'ai pas envie de vieillir?» Mmh. Je me suis quand même posé cette question-là et en fait, non, c'est pas ça. C'est que j'ai compris, parce que tu parles de l'intelligence artificielle et cetera, donc encore une fois, moi, pour le coup, j'ai quand même, découvert les IA, Ouais. assez récemment, quoi. Tu n'es pas née avec internet, Marion. Presque, presque quand même. Je suis vieille, mais quand même pas à ce point-là. Mais en fait, j'ai compris que, il y a des générations où juste ça match plus ou pas et vraiment, c'est en ayant des conversations avec toi, avec, bah, Nathan, de vous voir en couple, travailler en couple, de voir aussi les moments où ça va peut-être moins bien, comment est-ce que vous gérez ça, où je me suis dit: «Mais en fait, c'est juste que moi, il me faut quelqu'un de cette génération-là, en fait». Mais de nouveau, pourquoi tu te mets une étiquette? Non, mais pas une étiquette, mais c'est juste que j'ai remarqué quand même que ma génération et franchement les femmes qui ont mon âge, on en parle souvent. Oui. C'est plus difficile. Ouais, Mais le fait de tu vois, de te dire, «J'ai besoin d'être avec une génération un peu plus jeune», le moment où tu rencontres des gens qui sont de ton âge ou plus âgés, est-ce que inconsciemment tu te dis pas: «Bah, ah oui, ça pourrait moins matcher parce que» tu vois ce que je veux dire? alors avant oui, mais Mmh. justement avec cette question d'énergie comme tu dis, de porte Mmh. ouverte, et je me rappelle très bien d'une conversation qu'on avait eue, tous les 3 et justement c'est plutôt Nathan d'ailleurs qui m'avait dit genre: «Arrête, genre si tu Ouais, nous saoules avec ton énergie bloquée là, ouais, genre ouvre-toi au truc» et je me suis dit: «Ouais en fait c'est vrai, genre juste, ne pas anticiper». grave. En fait, je pense que c'est mon plus gros truc, c'est ne pas anticiper. Genre toi, tu te lèves le matin, tu n'anticipes rien. Tu fais ta journée, quoi. Ouais, alors je sais ce que je dois faire dans ma journée parce que Oui, j'ai aujourd'hui des et responsabilités, on va en parler. j'ai plus de 30 personnes qui bossent dans la boîte, donc j'ai un niveau de responsabilité envers, bah, mes élèves, mes équipes et mes business. Mais moi, je sais ce que je dois faire dans ma journée et puis le reste, c'est la vie qui me le donne. Et justement, est-ce Fais que confiance. ouais, oui, bah, faire confiance, comme tu dis, ça évite d'anticiper les problèmes et du coup de créer des problèmes dans son cerveau et du coup de déclencher ces problèmes. C'est des biais cognitifs. On Bien se dit: «Si sûr, ça va arriver, ça va arriver». C'est c'est ça. sûr. Et du coup, aujourd'hui, justement, c'est quoi une journée type de Méline en tant que, businesswoman, nana en couple, mais qui kiffe sa vie aussi? Une journée Méline. Une journée Méline, c'est une journée, où je me lève assez tôt, mais sans réveil, donc naturellement et ça, c'est une chance de pas mettre Mmh. de réveil, je trouve que c'est très important. Je me lève, généralement vers 7h30, 8h. Je me réveille, je me prends le temps de me préparer. Pas faire vite. Mmh. Ça, c'est mon plus gros challenge dans ma life. C'est ne pas faire vite. Vite, je dois me doucher, vite, je dois me maquiller, vite, tu vois, ce côté, toujours faire les choses vite. Plus vite, ouais. Donc ça, c'est vraiment un apprentissage que j'essaye de mettre en place, de prendre le temps de faire les choses. Il y a une autre chose qui est très importante dans ma journée, c'est pas je dois, c'est je veux. D'accord? Mmh. C'est pas je dois faire, je dois, c'est terrible de tout le temps se donner un devoir, c'est je veux faire les choses parce que ça a du sens et donc je fais les choses. Je commence à travailler généralement vers, 8h30 comme ça, 9h. Je bosse jusqu'à 11h30 midi. Je vais faire mon sport, c'est primordial tous les jours. Je dois aller faire du sport parce que je vois mon corps changer, que je mets de la conscience sur mon corps, parce que c'est un moment avec moi, parce que je me sens belle aussi, parce que je me sens bien, parce que j'aime avoir, des gros fessiers, j'aime avoir, des abdos, j'aime avoir les bras dessinés. Donc j'ai vraiment, et c'est pas, je le dis en toute, humilité, c'est vraiment j'aime me voir dans ma meilleure shape. Donc pour moi, c'est hyper important, mon sport. Ensuite, je mange. Je fais aussi très attention à ce que je Mmh. mange. L'alimentation est méga importante pour, la gestion du corps, du stress. J'ai mis beaucoup de conscience aussi avec mes crises d'angoisse, mais aussi parce que j'ai eu beaucoup d'acné Oui. et quand on a beaucoup d'acné, on doit faire attention. Donc je fais attention à ce que je mange et l'après-midi, généralement, c'est le moment où je fais plus des appels, où je suis Ouais. moins en deep work sur ce que je dois faire. Je fais des appels, je suis plus en contact avec mon équipe et généralement vers 18h, j'essaye de mettre en stand-by. Ici, on est à Bali, donc on va à Omni le soir, en Mmh. mode recovery, piscine, sauna, petit repas le soir et en fait, ça dépend, de dans quel pays je suis. C'est-à-dire en Suisse, j'ai pas la même routine, qu'à Dubaï, qu'à Bali dans ma vie perso. Par contre, dans le travail, c'est toujours la même et ça, j'arrive à l'appliquer, absolument partout et le soir, généralement, c'est le moment, où je suis soit avec des gens que j'aime, mes potes, ma famille, Nathan, pas de téléphone et ça, c'est très important. Le Mmh. téléphone, quand je sors du travail, où je me dis: «C'est bon, j'ai fini ma journée»,
je ne vais pas voir mon téléphone. Le matin, je ne touche pas mon téléphone avant d'être sur mon ordinateur. J'ai pas ce truc, genre je me réveille, je prends mon téléphone, et ça, c'est primordial. Et je pense que ça, c'est ma petite journée globale. Ma Bah, petite routine. qui est une journée, parfaite, on a la même, quasiment. Ouais. Par contre, je pense que les gens ne se rendent pas compte qu'il y a du coup 30 personnes derrière ton business. Mmh. Comment est-ce qu'on arrive à gérer 30 personnes? De l'organisation, Mmh. des process et une bonne équipe au global. Aujourd'hui, en e-com, on répartit bien les rôles, on sait qui fait quoi. On travaille qu'avec des freelances, donc que des personnes qui sont chefs de leur propre entreprise. Tu pas, le concept de l'employé, qu'il faut, fliquer, j'ai envie de dire, mais on est qu'avec des freelances, tout le monde a envie d'apprendre, tout le monde, a aussi une forme de respect pour ce qu'on fait, notre travail et qui on est aussi, ça c'est très important. Et au sein de la BWA, aujourd'hui, j'ai 2 associés aussi qui Mmh. chacun gère leur pôle, donc chacun gère sa partie de son équipe et voilà, je pense que des process, de l'écoute et un cadre qui est clair, c'est Ouais. très important. La clarté, on en avait déjà parlé et aujourd'hui, tu arrives à savoir un peu, la balance entre parce que du coup, il faut que les gens comprennent bien que tu as toujours tes marques e-commerce, Mmh. qui te servent d'ailleurs comme étude de cas Oui, et tu as la BWA qui est du coup, ton académie, ton école oui. pour aider, les gens à lancer leur marque e-commerce, peu importe le domaine d'ailleurs, que ça soit, les vêtements, la cosmétique, tout ça. Mmh. Aujourd'hui, c'est quoi un peu l'équilibre dans ton planning? Ça a été au début beaucoup plus le e-commerce que la BWA. La BWA, quand je l'ai fondée, et le e-commerce, c'était 50-50. J'ai vu ce que j'ai créé avec la BWA, j'ai compris que si je voulais créer l'écosystème, qui apporte le maximum de résultats aux gens, je devais mettre un temps qui était considérable. Donc le temps que je mette en place, ce qui était des coachings, des coachs, des lives, un entrepôt en Chine que j'ai ouvert où aujourd'hui dans l'entrepôt en Chine, on a quand même 25 personnes, on a presque 2000 mètres carrés, donc ça, il faut gérer. Donc ça m'a pris, je dirais bien 1 an et demi avant de tout mettre en place pour que les élèves puissent avoir un maximum de résultats. Et quand je parle de résultats, c'est des élèves qui passent de 0 à 100 K de chiffre d'affaires en l'espace de 3 mois. Mmh. Ou là, je te dis ça, je suis hyper contente. On a eu un record la semaine dernière, Nausicaa, qui a fait 40 000 euros de chiffre d'affaires sur la journée. Et donc, pour moi, c'était important de créer un écosystème où les gens peuvent avoir du résultat et surtout qu'on soit pas submergé, moi comme mon équipe, à devoir être dans le stress tout le temps en travaillant. Et ça, c'est très important de créer un environnement de travail pour moi comme pour mon équipe qui est confortable et pour que les élèves puissent avoir un maximum de résultats. Mmh. Donc pendant 1 an et demi, j'ai mis, je dirais 90% de mes efforts sur la BWA et aujourd'hui, je réanime une de nos marques qui est Limpa, qui a été mise de côté parce que j'avais eu moins de temps grâce ou à cause de la BWA. Et aujourd'hui, on est sur une répartition qui se vaut à 50-50. OK et du coup, tu te vois, vraiment faire, les 2 comme ça? Je pose la question parce que je me dis qu'il y a des gens, notamment des femmes, qui sans doute voudraient lancer une marque e-commerce, mais tu sais, on a ce truc surtout en tant que femme, de pas vouloir démissionner pour se lancer comme ça, à vide, mais il y en a plein, je pense, qui se disent: «Non, mais je peux pas lancer une marque e-com et avoir un job à côté» et en fait, si je te pose la question, c'est que je me dis que si toi, tu arrives à gérer tes marques e-com et gérer ton académie où il y a des centaines et des centaines d'élèves en plus dedans aujourd'hui, c'est que c'est possible de faire les 2. On est d'accord? Mais tout est possible. Aujourd'hui, le niveau d'organisation, les outils et aussi la facilité de créer une marque. Aujourd'hui, créer une marque e-commerce, c'est plus comme à l'époque où ça te demandait quand même pas mal de connaissances informatiques ou ce genre de choses. J'ai pas envie de dire qu'aujourd'hui, c'est plus facile, mais ça l'est quand même Mmh. parce que les outils sont simplifiés, Ouais. la façon de faire est simplifiée et le process, il est simple. Une fois encore, genre, c'est pas quelque chose de compliqué et je pense que la gestion, d'un travail des enfants, parce que c'est le cas, hein. Il y en a, moi je vois dans la BWA, des femmes qui ont travail enfant plus business. Mmh. Nausicaa et Michael, c'est des élèves qui ont fait un record. Ils ont leur job et ils ont un enfant et là, ils ont leur marque e-commerce. Donc en fait, pour moi, c'est une question de transition. Tu dois juste t'organiser. Mmh. Tu as 24 heures dans une journée. Tu dois répartir ton temps.
C'est comme ton argent. On parlait d'investissement. Tu sais que tu gagnes X, c'est une question d'organisation et de clarté. Une fois que tu sais comment t'organiser, il y a pas de problème. Ah, Le seul problème, c'est toi et ta propre personne et ta capacité de respecter tes engagements. mmh, C'est la seule chose. et mettre en place des habitudes, je dirais. Des habitudes, La grave, discipline. de la discipline. Et je pense que c'est toujours une des premières choses que je dis, dans mon accompagnement, c'est, le mot investir et pas dépenser. Parce qu'en fait, pareil, sur le cerveau, le fait de dépenser quelque chose, c'est quand même vu comme un manque, où Mmh. tu t'enlèves quelque chose, alors que investir, tu remets sur toi. Et sur les 3 piliers, donc temps, argent et énergie. Tu parlais d'énergie, moi tu sais que je Tout suis à fait. hyper connecté à l'énergie et c'est hyper important. Et je suis peut-être un peu trop matrixé, mais moi chaque chose que je fais, ça doit servir au moins sur un de ces 3 piliers. Si ça fait les 3, c'est exceptionnel, mais au moins à chaque fois, tout ce que je fais, ça doit être un investissement soit pour mon temps, soit pour mon argent, soit pour mon énergie. Et je trouve que quand on applique cette discipline-là, alors oui, on perd beaucoup de gens, malheureusement, ça fait très peur, mais en fait, on atteint tellement plus notre vie de rêve finalement parce qu'on est 100% aligné, on sait pourquoi on fait les choses et c'est ce que tu disais, c'est conscientiser, mais chaque micro-action. Genre pourquoi à ce moment-là, je décide de prendre un Gojek plutôt que de prendre mon scoot? Bah, en fait, je sais pourquoi. C'est parce que du coup, je sais que je vais pas avoir la charge mentale, que j'ai deux trois mails à répondre sur mon téléphone qui vont me permettre d'avoir des nouveaux clients. Enfin, Mmh. tu vois, c'est comme Grave. ça que je vais réfléchir. Et je trouve qu'aujourd'hui, c'est hyper sous-estimé, l'organisation. Moi, on s'est toujours moqué de moi sur mon côté toqué d'organisation. Je suis travel planner à la base, donc en vrai, Tu obligé, hein? Tu l'organisation, obligé d'être c'est organisé. ça. Et ouais, j'ai toujours essuyé beaucoup, beaucoup de critiques, même à l'école. Tu sais, un peu genre, t'es toqué, t'es trop rigide, du coup, t'as rien de spontané, t'as rien d'authentique. Moi, c'est toujours ce qu'on m'a dit toute ma vie. Je comprends. T'inquiète, moi, mon père est très maniaque, donc j'ai hérité Ma mère d'un aussi. toc maniaque. Quand j'ai rencontré Nathan, il s'est clairement dit c'est une malade. Aujourd'hui, Nathan, il est complètement toqué comme moi, mais C'est du coup, vrai. il l'applique à sa vie. Et puis à Jo, en vrai, je vois, et puis quand même dit ouais, heureusement que j'ai eu ça. Mais c'est très bien. Et tu vois, juste pour rebondir à ce que tu parlais d'investissement, Mm, je pense que tu veuilles créer une marque, être travel planner ou n'importe quel business digital, il n'a jamais été aussi simple d'amortir et avoir un retour sur investissement aussi vite. Dans quel monde et dans quel business, à part le digital ou ce qu'on fait aujourd'hui, tu peux amortir en l'espace de 3 à 6 mois? mm. Dans quel monde? Demain, t'investis en immobilier, il te faut 10 ans, 15 ans, 20 ans. En Suisse, t'amortis jamais. Non, mais pour dire, tu vois ce que je veux dire? La moyenne des trucs ou Ouais. des business qui sont physiques, il te faut un temps considérable Mm. et il te faut des sommes bien plus élevées, des leviers bancaires, mais c'est des choses qui te prennent 10 ans, 15 ans, 20 ans. Demain, investir 1000, 2000, 3000, 5000 euros dans le digital, mais c'est le meilleur move que tu puisses faire parce que dans quel monde tu fais un retour sur investissement en l'espace de 3 à 6 mois? Donnez-moi, enfin, tu vois ce que je veux dire? Donne-moi Ouais. un investissement à part un métier dans le digital où tu peux amortir aussi vite. Mais parce que t'as été maline. Non, mais soyons malins. Tu Ouais. vois ce que je veux Oui. dire? C'est que soyons intelligents. Il faut pas se dire, ouais, c'est une bulle, oui ou ça. On s'en fout. Genre là, il y a une opportunité devant toi. Mm. Mais prends, genre, Ouais. serre-toi. La vie te donne. Serre-toi. Ah bah là, Tu vois? il faut savoir saisir les opportunités, ça c'est Grave. certain. Et vraiment, Important. je suis entièrement d'accord avec toi. Je me suis déjà posé plusieurs fois où vraiment, alors c'est sûr que le monde va changer, le monde va évoluer, il va y avoir des nouvelles choses, mais je me suis dit, quel business model autre que celui que je fais aujourd'hui peut me rapporter et rapporter à mes élèves aussi rapidement, slash autant d'argent que être salarié. Franchement, je Ouais, pense que grave. c'est le pire Non, business mais model aujourd'hui. Et même sur d'autres modèles, tu parlais de l'immobilier, on connaît plein de gens qui aujourd'hui sont retraités à même pas 40 ans de l'immobilier, mais aujourd'hui, pour le refaire, j'en ai parlé avec des ah gens oui, qu'on a en je commun, sais. ils me disent, mais en fait, non. Et tu as été la première à me le dire et d'autres personnes qu'on a en commun. Quand je leur ai dit: «Je veux faire de l'immobilier parce que pour moi, c'est comme ça que je vois la vision long terme de l'investissement, de la sécurité et tout» et en fait, maintenant, je suis en mode genre: «Bah non, en fait, je crois que je veux pas faire ça».
Bah, en fait, moi, avant de me dire que je veux investir dans l'immobilier, je voyais le cash que ça me générait en e-com. Mmh. Je me suis dit: «Mais qu'est-ce que je vais essayer d'investir dans un truc qui me rapportera un retour sur investissement dans 10 ans?» alors qu'en e-com, si je mets 30 € aujourd'hui, j'en gagne 100 demain. 24 heures versus 10-15 ans. Et en fait, bah voilà. Ah mais Et vraiment. du coup, il y a des business models, je pense, comme l'IMO, etc. C'est de l'investissement. C'est quelque chose que tu places, tu sais que ça te rapportera dans les années à venir. Mais aujourd'hui, on vit dans un monde où l'opportunité de se lancer, de vivre en ligne et de faire ce que tu veux n'a jamais été aussi accessible et aussi simple aussi. Et c'est une réalité. Et c'est pour ça, je pense, là, c'est plutôt la trentenaire qui va parler, mais pour moi, je n'accepte aucune excuse de ne pas se lancer aujourd'hui. Non, Parce bien sûr que pas. moi, j'ai grandi avec internet, mais les débuts d'internet avec le Minitel, Wanadoo, tout ça, donc je pense que toi, tu pas connu. Heu, J'avais un Tamagotchi. voilà, et en fait, j'ai vu l'évolution et en fait, c'est là où je me suis dit, «Mais en fait, aujourd'hui, tu n'as pas d'excuse pour ne pas te lancer» et moi, j'ai de la chance parce que j'ai mon parrain qui est ingénieur informatique Mmh. et qui, du coup, a une cinquantaine d'années aujourd'hui. Quand il s'est lancé dans l'informatique et qu'il a dit: «Moi, je veux créer des applications», parce qu'après, il s'est lancé dans les applications sur internet et cetera et cetera. On lui a dit à l'époque: «Fais d'autres études parce que de toute façon, ton truc là, internet, ça va pas rester, hein». Ouais. Tu imagines? Et c'était la même chose avec la crypto. Ah mais bien sûr. Et en fait, c'est toujours la même chose et pour moi, ça va être hyper, brutal ce que je vais dire, mais pour moi, le nombre de gens intelligents aujourd'hui ne fait que diminuer. Il y a de plus en plus de gens bêtes et en fait, c'est ce qui va creuser les écarts sur les années qui arrivent parce qu'en fait, pour moi, c'est de la pure bêtise humaine de ne pas saisir les opportunités sur l'intelligence artificielle, sur le digital, sur tout ce qui va pouvoir, popper juste parce qu'on a peur de ce que ça pourrait devenir si ça devient, trop gros, tu vois? Et quand j'entends le pape qui dit, «Faut y aller mollo les gars, faut qu'on fasse un step back sur l'intelligence artificielle parce que là, ça va être la merde», bah, désolé frérot, mais en fait, là, ça va être la merde pour toi, mais nous, on va saisir le truc, en fait. Ouais. Et ça, c'est pour ça que j'invite souvent mes élèves à rester inspirées et curieuses. Mmh. Pareil, je sais pas toi, mais moi, depuis que je suis toute petite, on m'a toujours dit à l'école: «La curiosité, c'est un vilain défaut». Parce que moi, je posais toujours 1 milliard de questions. En fait, moi, la maîtresse, elle disait un truc et je venais la piquer, la titiller. «Mais alors pourquoi est-ce que c'est comme ci? Mais pourquoi c'est comme ça? Et Mmh. pourquoi? Et pourquoi? Et pourquoi?» Ça Et énerve, ma hein. mère m'a toujours dit: «Reste comme ça, parce que Mmh. ça va être ta clé pour être plus intelligente que les autres». Mais Parce grave. que du coup, tu te poses des questions que les autres ne se posent pas. Et je trouve que toi, t'es vraiment comme ça, mais ça m'intéressait quand même de savoir si t'avais des inspirations, genre des femmes ou même des hommes qui t'ont permis d'évoluer comme t'évolues aussi jeune, à même pas 30 ans et d'avoir ce parcours-là aujourd'hui. Je pense que tout le monde m'inspire sur plein de domaines. Sur plein de domaines et même des fois quand je rencontre des gens, j'essaie de comprendre leur zone de génie. C'est le premier truc que je fais quand je connais pas quelqu'un, c'est comprendre sa zone de génie et ça, tu le comprends directement dans l'émotion dans laquelle il te parle de quelque chose. Tu sens qu'il est passionné et quand tu es dans la zone de génie ou le domaine où la personne est passionnée, c'est bon, creuse. Juste à trouver ça chez la personne, tu sais que la personne, elle pourra te parler de quelque chose, Mmh. elle pourra t'apprendre quelque chose. Ça peut être de tout, hein. Ça peut être des plantes, ça peut être du business, ça peut être vraiment de tout. Je pense qu'il faut s'intéresser un petit peu à tout et simplement quand, je vois quelqu'un qui a une zone de génie ou qu'il aime parler de quelque chose, je vais creuser. C'est un excellent conseil. Ouais, Mais je pense que je le fais naturellement, mais que je me suis pour le coup jamais posé cette question. ouais, bah, de nouveau, apporter de la conscience, je suis pas sûre, C'est c'est ça. très important, hein. Ouais. Mais ouais, je pense que ça me suffit. Je j'essaie pas de m'inspirer, j'ai pas de figure, tu vois, sur les réseaux déjà, je suis pas c'est contre-intuitif, je suis sur les réseaux, j'ai une présence sur les réseaux, Mmh. mais je ne suis pas consommatrice des réseaux et donc j'ai pas ce truc où je suis vraiment des personnes que je kiffe. Heu, j'ai pas vraiment d'une figure, d'inspiration, comme ça, tu vois? Juste, chaque personne a une zone de génie, quelque chose qui le passionne et j'aime creuser ça pour comprendre et apprendre des choses. Donc, on est d'accord que tu apprends des gens? Tous les jours. Ouais. Ah mais tous les jours, j'apprends des gens Parce que et on peut apprendre de tout le monde. ouais, La serveuse qui te sert un café à Bali, je suis persuadée qu'elle est passionnée de quelque chose et qu'elle peut t'apprendre quelque chose. ouais. Et c'est pour ça que je te posais cette question-là parce que
Alors, nous, bien sûr, on invite les gens à investir en eux, mais des fois, on a trop vite l'excuse de: «J'ai pas les moyens de faire ci, j'ai pas les moyens de faire ça». Mais en fait, parler à quelqu'un, c'est gratuit. Ça va juste te prendre du temps, ça va te coûter du temps, mais c'est Grave. tout. Des livres, moi, j'ai une liste de livres, mais qui ont changé la vision de ma vie, de moi, des gens, des relations avec les gens. En ce moment, j'étudie la PCM, ça me passionne. J'ai une J'adore. passion pour ça. Je me passionne aussi pour tout ce qui va être biohacking, tout Mmh. ça, je trouve ça super intéressant et au final, je trouve que à une certaine époque, ou en tout cas à l'époque de nos parents, en fait, on te mettait dans une case de: «Tu vas faire ça toute ta life Mmh. et du coup, tu dois être excellente là-dedans». Et aujourd'hui, moi, j'invite toutes les personnes et même je le vois dans mes propres élèves. Moi, j'ai un accompagnement pour devenir travel planner. Mais en fait, je vois mes élèves. Toi, tu as une capacité pour être coach. Toi, tu as une capacité pour être architecte. Toi, tu as une capacité pour être photographe. Fais les 2. Soit photographe et travel planner, soit architecte et travel planner, on s'en fout. Parce qu'en fait, ce qui compte, en fin de compte, c'est juste comme tu disais au début de l'épisode, se sentir bien dans Prendre ce du qu'on fait. plaisir. Ouais, exactement. Et je trouve que c'est vraiment le truc que tu as rien que quand j'en parle, ça me fait des frissons, ça me fait des frissons à moi toute Ouais. seule parce que je suis en mode putain, mais c'est tellement génial de juste trouver un truc qu'on kiffe et qui ne demande pas d'effort. En fait, moi, mon job aujourd'hui me demande zéro effort. Je me lève le matin, Tu kiffes. ah mais ça me demande aucun effort de me lever, ça me demande aucun effort d'aller sur mon Discord, ça me demande aucun effort de faire une mise à jour, rien. Tout. Enfin, j'ai l'impression que ma life, c'est du kiff. C'est prendre du plaisir. Mais Tout le temps. peut-être et vraiment, tu vois, je reviens à ce que je disais au début de l'épisode, peut-être c'est juste ça la vie. C'est Ouais, juste simple, c'est juste, prendre du plaisir. ouais. Et si c'était que ça? Et pourquoi ce serait pas que ça? Tu vois ce que je veux dire? Mais clairement. Ah bah, je vois Et complètement. et après ça peut paraître mon père il me disait: «Ouais mais monde de bisounours». Mais viens dans mon monde, je te jure mon monde il est cool. Mon monde il est cool, mon monde il est simple, mes relations elles sont simples. J'ai de l'amour autour de moi, je peux donner de l'amour, je fais ce que j'aime. Aujourd'hui, je peux m'acheter ce que je veux, Mmh. je peux vivre ce que je veux, je peux aider les gens autant que je veux. Pourquoi ce serait pas que ça? C'est clair. Et Et ce que j'aime bien dans nos discours, c'est qu'à un moment donné, j'avais très peur, tu sais, quand on dit, «Tu réussi». mmh, Et en fait, pareil, je m'étais créé un peu des problèmes ou des blocages que j'ai réussi à complètement dégager parce qu'en fait, j'avais peur, me connaissant, étant très dans le challenge, très dans sortir de sa zone de confort, tout ça, de me dire le jour où je me serais dit que j'aurais réussi, est-ce que je vais pas être genre blasé de ma vie ou est-ce que je vais pas avoir une perte de sens de ma vie? mmh, Et en fait, je pensais que réussir, ça allait me prendre encore des années, des années. Je pensais que j'allais t'appeler un jour, Méline, quand j'aurai 40 ans, ça y est, c'est bon, je suis millionnaire, j'ai réussi. ouais, En fait, aujourd'hui, je peux te le dire en face de toi, j'ai réussi. Parce que je suis devenue la femme que j'ai toujours voulu et en fait, je vois que tous les matins, ma vie, elle est simple. mmh, Et du coup, je suis en mode genre, mais est-ce que c'est pas ça ma forme de réussite? Est-ce que c'est pas juste d'avoir aucune charge mentale, 100% paix intérieure, choisir qui rentre, qui sort de ma vie? Même si des fois c'est dur, bien sûr. Mais j'ai appris à aimer le stress. J'ai appris à aimer avoir peur de certaines choses. Enfin, mmh. et ça, les gens, en général, c'est en mode genre, oula, attends, attends, moi, je vais éviter l'échec, je vais éviter le rejet, je vais éviter la trahison, je vais éviter toutes les blessures de l'âme, en Ouais, fait. c'est la défense, c'est normal, Exactement. ça se protège. Et maintenant, je suis en mode genre, non, en fait, je kiffe, je crois, même avoir mal. Je kiffe avoir une peine de cœur parce qu'en fait, ça m'apprend tellement sur moi et les gens qui m'entourent aussi. Ouais. Est-ce que c'est pas dans un break-up que finalement on voit les gens qui sont vraiment là pour nous? Bien sûr. Ça me fait penser à une Tu vois? séance d'hypnose que j'ai beaucoup fait avec mon hypnothérapeute, c'est de travailler sur bah, l'enfant intérieur, la petite Méline. Mmh. Et finalement, le niveau de réussite, si tu penses à la petite Marion entre 5 et 10 ans, je pense pas que la petite Marion, elle se disait moi, je veux à 40 ans avoir 10 millions. Mmh. Je pense pas que la petite Marion se disait ça, tu vois. Donc, le niveau de réussite et la personne à satisfaire pour te dire, regarde ce que j'ai fait, ce qu'on a fait ensemble, c'est cette petite fille, tu vois. Ouais. Et le rêve de petite fille, tout ce que tu as rêvé entre 5 et on va dire 10 ans, c'est ça qu'il faut réaliser aujourd'hui. Ouais. C'est ça qui est vrai. Tout le reste, tous tes objectifs qui ont été créés, je dirais, après 10-12 ans, c'est beaucoup de conscience, c'est ce qu'on t'a dit, c'est ce qu'on t'a intégré de ah, il faut devenir comme ça, il faut faire ça, etc. Mais le fond de l'être que tu as vraiment envie d'être, ce que tu as envie de vivre, ce que tu as envie de rêver, tu l'as déjà rêvé. Et c'est Serge Gainsbourg qui en parle de ça et j'aime trop comment il en parle. Euh, tout ce que tu as déjà rêvé est déjà été passé et tu dois satisfaire ça. Mmh. Ouais et moi j'ai une phrase que j'aime bien aussi, c'est que si tu es capable d'en rêver,
c'est que tu es capable de le réaliser Grave. et c'est ça qui est génial Tout et est possible dans ah, ce tout est possible. monde. Ah, mais tout est possible, il suffit juste de bien s'entourer, croire en soi, voilà, des choses qu'on répète souvent, bah, à nos élèves, nos coachés, Mmh. même sur les réseaux, voilà, on est pris d'une mission, enfin, en tout cas, moi, je suis pris d'une mission Grave. d'aider les femmes, en tout cas, à juste réaliser leurs rêves et vivre de leur passion et à chaque fois que tu as une victoire, je pense qu'il y a un petit côté quand même égotique. Moi, je vais pas le mentir, je pense que j'ai quand même de l'ego, Mmh. mais à chaque fois que j'ai une victoire d'une élève, putain, mais mon kiff, c'est de le partager à tout le monde, genre: Ouais, «Regarde ce qu'elle a fait et tout» et ouais. genre, tu un peu ce côté genre, bah, c'est un peu quand même grâce à moi que sa vie est en train de changer et ça aussi, je trouve que c'est un de mes plus grands plaisirs de la vie, quoi. Vraiment, vraiment, vraiment et le travail de l'enfant intérieur, ouais, j'ai fait un épisode entier là-dessus Mmh. parce Faut que que j'écoute alors, j'ai pas écouté. vraiment, je trouve que c'est un travail exceptionnel et Mmh. c'est grâce à ce travail que justement, comme tu le disais, quand j'étais petite, je pense que j'ai toujours rêvé d'avoir une relation très proche avec mon papa qui était très absent parce qu'il devait subvenir aux besoins de sa famille et il travaillait 16 heures par jour, mon papa, donc Mmh. je l'ai vraiment pas connu, jusqu'à mes 13 ans et du coup, la petite Marion rêvait toujours d'avoir une relation avec son père et je pense que c'est pour ça, bah, de toute façon, tu le sais, hein, qu'en mars, j'ai écrit une lettre à mon papa Mmh. et que, bah, du coup, la petite Marion, j'étais et tu vois, j'avais pas d'attente. Ouais. On parlait des attentes, mais du coup, la petite Marion en moi était, genre comblée, tu sais, Bah genre: oui. «Ah ça y est, je vais avoir une relation avec mon papa, trop bien» et du coup, il y a pas d'âge encore une fois, Ouais. mais juste, connecté à ça, je trouve que c'est souvent sous-estimé et oublié. Il Donc faut jamais, se dire parce que j'ai tel âge ou parce que ouais, ci ou ça, c'est trop tard. 30 ans, c'est jeune. le c'est trop tard, mais même 40, même 50, Il y a enfin pas d'âge. ouais, il y Il a y a pas d'âge. pas d'âge, il y a juste, tout ce qu'il y a là-dedans. À 100%. Ouais, Grave. il va falloir qu'on conclue, l'épisode et du OK. coup, j'ai une dernière question pour toi, qui est, Putain, la femme. ma question ça me stresse, qui est du coup la question que je pose à tous mes invités. Il y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, t'inquiète pas, mais selon toi, en quoi est-ce qu'on est toutes et tous des étoiles filantes? Alors ça, c'est une, vraie, une vraie question. C'est une question en plus qui peut être interprétée de plein de manières différentes, qui Mmh, peut être vue de plein de manières, différentes. Je pense que si on est toutes et tous, des étoiles filantes et je pense que c'est le cas, on est tous égaux dans ce monde en tant qu'être, en tant que personne. Je pense que la vie va vite, aussi vite peut-être qu'une étoile filante et c'est peut-être ça le parallèle qu'il faut faire aujourd'hui avec tout ce qu'on s'est dit. Je pense que la vie va vite, notre passage sur terre va très vite, tout va très vite et je pense que dans un monde où tout va vite, où même nous on va vite, on doit juste apprendre à ralentir et à observer et être la personne qui observe l'étoile filante. Donc je pense que peut-être il y a un parallèle entre je suis l'étoile filante, je vais vite, le monde va vite, et je suis la personne qui observe l'étoile filante. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut être la personne qui observe l'étoile filante, parce que l'étoile filante, c'est un instant, c'est une seconde, et cette seconde, elle te demande d'être dans l'instant présent et d'apporter de la conscience dans ce que je regarde et je vois de la vie. Donc peut-être aujourd'hui, il faut step back, mmh, ne plus être cette étoile filante, mais observer l'étoile filante et juste être dans l'instant présent et dans les choses de la vie qui sont simples. Genre, toi, couché dans l'herbe, en train de regarder les étoiles et te dire que je suis en bonne santé, je vais bien. La vie, elle est peut-être pas si compliquée qu'elle doit être, en tout cas mmh, qu'on nous dit qu'elle est. Et juste observe. Observe les étoiles, que ce soit ton étoile qui passe, les étoiles des autres, sois ouverte, laisse passer, mmh, ne contrôle pas, juste apporte de la conscience. c'est trop bien. Meilleure conclusion. Voilà. Merci. Merci à toi, Marion, c'était vraiment un plaisir. Merci beaucoup.